Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. Bon, des nouvelles de nous, comme disait Marc Labrèche à l'époque, de La fin du monde est à 7 heures. Quelle bonne émission. Je m'ennuie de ça. Il était précurseur. C'était-tu dans les mêmes années que le Daily Show de Jon Stewart? Je pense que les Américains avaient déjà commencé ce genre de pastiche-là, mais j'aimais particulièrement celui de Marc Labrèche. Il y avait essayé Marc Labrèche d'en faire un d'ailleurs qui s'appelait Le Grand Blond avec un show sournois. Ben oui, où il y avait un peu plus de variété, par exemple. C'était beaucoup moins actualité, parce que La fin du monde est à 7 heures, c'était carrément comme The Daily Show avec Jon Stewart. Oui, avec des parodies. T'avais un anchor, puis t'avais des reporters, puis anyway, bref, tout ça pour dire qu'il commençait toujours ses émissions par, tout d'abord, des nouvelles de nous ou de moi. Juste vous parler, pour ceux qui suivent la page Facebook, d'ailleurs, ceux qui ne la suivent pas, ben, je ne sais pas comment vous faites pour savoir qu'il y a un nouveau podcast. Sinon, ben, écoutez, abonnez-vous. Il y a toujours plein de suggestions de lecture. Vous allez voir aussi un peu où est-ce qu'on s'oriente, à savoir de quoi on va parler. Parce que, vous ne savez pas, si on prend la peine de lire quelque chose, c'est assurément parce qu'on va en parler. Même chose quand on écoute une émission. Alan, tu partages beaucoup de nouvelles aussi, des trucs de d'autres sites, évidemment, parce qu'on n'a pas de reporter sur le terrain. Là. En fait, pas encore. Pas encore. Pas encore. Un jour. C'est parce que Hollywood est encore fermé. Ouais, ben ça, ouais, d'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, faites la critique que c'était un peu plus comics depuis 2-3 épisodes. Oui. Ben, les cinémas viennent de rouvrir vendredi passé, puis est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous parle de Bloodshot? On peut vous parler de Star Wars épisode 7, là, si vous voulez, mais c'est... écoutez, je pense que vous l'avez tous déjà vu, donc on va laisser le temps à la machine de reprendre, mais c'est vrai que quand je regarde les line-up des derniers épisodes, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est eux autres qui ont repris en premier, puis c'est eux autres qui avaient du stock à redonner. Puis personne ne veut qu'on parle de BVS Ultimate Cut. On en a déjà parlé. Ouais, de toute façon, elle était déjà disponible, cette cote-là. C'est mon DVD, c'est ça, me semble. Moi, le DVD que j'ai, c'est celui-là aussi que j'ai. Bon, ben c'est ça. Fait qu'elle était déjà, il n'y a rien de nouveau, là. Salutations à HBO Max, là, qui essaie de faire de fausses, grosses nouvelles avec de quoi qu'on avait déjà. Mais peu importe. Donc, vous suivez notre page Facebook, vous allez voir un peu toutes les découvertes qu'on fait. Et cette semaine, ben, on a un de nos injustes, un de nos membres fondateurs, Patrice, qui a donc annoncé qu'il quittait. De façon régulière, là, ça se pourrait très bien qu'on lui reparle, qu'on retrouve des chroniques avec, ou qu'on lui demande de collaborer peut-être d'une autre sorte de façon. Les raisons lui appartiennent. On est bien correct avec ça. On va fonctionner à 3 encore pour un petit bout. Tu sais, ça, c'est comme chat échaudé, craint l'eau froide. Là. On est à 3, c'est stable, ça va bien, on se connaît bien, on se complète. On n'embarquera pas de quelqu'un. La dernière fois qu'on a embarqué quelqu'un, on a perdu quelqu'un. Fait qu'on n'embarquera plus personne. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça ressemble à ça. Donc, pour le reste de l'année, ben, ce sera notre trio qui va être là. J'aimerais bien aussi qu'on puisse réinviter des gens. Là. Je sais qu'on avait l'habitude de parler à du monde au tout début. En étant à 4, on a un peu perdu effectivement, cette façon de faire là, qu'on va peut-être essayer de retrouver là, dans les prochains mois. Assurément, on a une sortie de BD québécoise à l'automne, fait qu'on essaiera de caller notre chum Jake. Bon, on va essayer d'y parler, ça c'est sûr et certain. On va essayer de lui parler un peu, puis on va essayer aussi de revoir notre chum de Comic Hunter. J'aimerais bien ça lui reparler aussi. Parler à Marc, oui. Oui, on a eu bien du fun. Sam Archibald aussi nous avait déjà reparlé. On pourrait reparler aussi. Bref, on va tenter de revoir un peu d'invités, là, parce que le format va le permettre. À 3, ça bouffe moins de temps. À 4, ça prend énormément de temps. À 3, c'est un peu plus facile de gérer les patentes. Puis c'est plus simple aussi pour être sûr qu'on a vu tous la même chose. Là. Parce que même à 3, des fois, il y en a 2 qui l'ont vu, l'autre l'a pas vu. Des fois, il n'y en a rien qu'un des 3 qui a eu le temps. Fait que, tu sais, en fait, ça arrive pas souvent, genre ce qui est arrivé avec Wonder Woman Dead Earth, là, où on l'a lu à 15 minutes d'intervalle. Là.
Oui. Quand vous m'avez texté, je me suis dépêché de le finir parce que j'avais peur que vous étiez en train de me spoiler à ce moment-là. Puis il faut toujours pas oublier qu'on a le chat. Qui fait partie des injustes, qui, à chaque fois qu'on enregistre, vient nous trouver. Donc, Non, il essaie juste de me tuer. Oui, je sais, c'est parce que le chat sait que Alan est allergique, donc il fait exprès de se frotter après pour être sûr et certain que Alan ne soit pas capable de respirer pour les 2 prochains jours. N'est-ce pas le chat? Voilà. Donc, il vient de quitter. Je pense qu'il s'est senti insulté d'être impliqué dans toute cette histoire. Oh non, il se lave devant nous. Ah, c'est fin. Ben non, il vient me voir parce qu'il entend ma voix. Il est fin. OK, beaucoup de choses aujourd'hui, puis il y a encore beaucoup de DC Comics. On s'excuse, mais c'est comme ça. On s'excusera pas. Marvel recommence à publier à partir du mi-juillet, donc... il n'y a pas grand-chose à suivre. Il n'y a pas grand-chose. Même, c'est la même chose avec DW. Même au niveau de Image, je viens d'avoir mon premier numéro de Spawn depuis le confinement la semaine passée. Oh boy, OK. Ça fait que, c'est que les comics mainstream, les comics importants recommencent à sortir au début du mois de juillet. Parce qu'on sait que Teenage Mutant Ninja Turtles sont stoppés. J'ai pas eu de nouvelles à savoir si c'était recommencé. Oui, c'est recommencé. C'est recommencé, OK. Au moins, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tout a été un peu... envoyé à plus tard. Donc, on a mis la main sur le nouveau TP de Justice League et de Year of the Villain Hell Horizon, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Les 2 TP qu'il fallait avant de commencer Dead Metal, et ça, on va vous en parler de Dead Metal. Donc, ces 3 sujets-là sont un peu reliés. On va vous parler de cette nouvelle mode. Tu sais, ça a un lien un peu avec DC Comics aussi, avec ce qu'on vit dans Dead Metal. Là, la grosse mode, et on dirait que Endgame a rendu ça un peu plus mainstream, les multivers. Et les « oups, on s'est trompé, mais on veut pas effacer ce qu'on a fait ». Fait que ça existe, mais ailleurs. Et est-ce que cette façon de faire-là, qui avait déjà touché Star Wars dans Rebels, pourrait devenir vraiment canon maintenant avec les films? Est-ce qu'on pourrait tirer la plug sur le 7-8-9, les 3 épisodes avec 1, 2, 3 qu'on a le plus refait dans l'histoire de l'humanité autour d'une bière? Parce que Dieu sait qu'à chaque fois qu'on parle, on revient à refaire ces maudits épisodes-là. On en est venu à aimer Ryan Johnson. On en est venu à aimer Revenge of the Sith. Ce qui est triste. Non, exagère. C'est triste. Ben, écoute, il y a des gens qui parlent qu'il y a juste 6 bons films de Star Wars. Moi, quand on me dit ça, là, le cœur me fait en 3. Il n'y en a pas juste 2? Il y en a juste un, tant qu'à moi. 2, 1 et demi. Là. On va dire ça de même. 4. Force était bon. La série originale est bonne. Rogue One est bon. Rogue One, il faut que je l'ajoute là-dedans, mais je parlais plus de Skywalker, là, j'allais dire la sexologie, c'est rendu une nephologie, ou peu importe comment ça s'appelle. Donc, est-ce que le multiverse pourrait frapper Star Wars? J'ai hâte de t'entendre là-dessus, Alan, parce que t'es le seul qui a écouté Rebels. En fait, j'ai écouté quelques épisodes, puis je me suis fait raconter toute la séquence là, de Palpatine qui est capable de voyager à travers le temps, là, puis j'haïs ça, des voyages dans le temps. Fait que j'ai essayé de me tenir loin de ça. Fait qu'on essaiera d'en rejaser. Il y a eu des numéros 80e anniversaire chez DC. C'est le cas de Joker, Catwoman, Robin et Green Lantern. On en a lu quelques-uns. On vous en reparle. Alien versus Predator. Et Predator, en fait, là, les trois franchises tombent chez Marvel. Ce qui est un move qui fait du sens, sachant que Disney possède toute la patente, donc incluant les films. Là, je sais qu'il y a eu beaucoup de... comment je pourrais dire, les gens étaient mêlés sur les forums de films, entre autres, à savoir, hey, ça a l'air que Alien est devenu Marvel, puis là, les gens disent, oh non, mais ça fait longtemps que Disney a acheté 20th Century Fox, puis ils ne comprenaient pas que c'était un move de comics. Là. Le monde du film, souvent, ne font pas le lien que Marvel, c'est Disney aussi. Ben, c'est ça, puis c'est un move de comics qui a été fait. Là. On a rapatrié des licences de chez Dark Horse, puis on les a ramenées chez Marvel, donc on va vous en reparler. Innocent. Je viens de lire Arwen qui sauve Frodon. No pun intended. On s'excuse à Marc Gagnon qui nous écoute. C'est parce que cette semaine, Marc, capotait sur la scène où Arwen sauve Frodon dans Lord of the Rings. Et je dis au gars, tabarouette, ça fait 10 ans, puis je pense que le gars, ça y fait encore mal. Puis effectivement, je me souviens plus c'est qui le personnage dans le livre, là. Mais écoute, il va me tuer pour pas me rappeler du nom du personnage. Mais c'était un changement qui avait été fait. Puis c'est drôle parce que je lisais un article sur les plus gros changements entre les romans et les films de Lord of the Rings. J'aime toujours ça lire ces affaires-là pour me dire, ah oui, c'est vrai, ça c'était dans le livre, ça c'était dans le film. Puis bref. Mais c'est une œuvre très importante. Mais moi, je trouve que ce que Jackson a fait avec les films, c'est beaucoup plus intéressant que l'œuvre de Tolkien. Alors, combien de temps il va te rester à vivre une fois que Marc Gagnon va avoir Le leurre est lancé. Le leurre est lancé.
Sérieusement, là, ça va prendre des heures, lire le commentaire qui va suivre après ça. Mais, Marc, inquiète-toi pas, on va avoir du plaisir à te lire. C'est sûr qu'on va avoir du plaisir. On t'aime. Écoute, ta passion pour... À un moment donné, il faudra qu'on te parle, Marc, pour ta passion de Lord of the Rings. Ça n'a aucun sens. Moi, C'est sérieusement, incroyable. je suis capable de me rappeler en résumé c'est quoi l'histoire. Mais lui, il connaît des passages au grand Ah non, complet. des fois, il publie des passages, des livres, là, genre des livres que j'ai pas lus, là, les contes inachevés, puis toutes les affaires qui sont à part de la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis je fais comme, oh my God. Je connais le Mordor puis la comté. Non, ça s'arrête pas mal là, mais j'en ai connu un peu plus, mais je suis pas aussi deep que Marc, là, qui est vraiment un expert de tout ce que Tolkien a fait. Vous avez jamais eu de passe, vous avez essayé d'apprendre une langue elfique? Non, mais j'ai essayé de lire le Silmarillion. Quenya, je crois. J'ai essayé de lire le Silmarillion. C'est une très mauvaise expérience de Mushroom. Honnêtement, là, c'est... Moi, le problème, c'est les noms. Ouais. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de Turiel, le fils de Ruriel. Tu sais, c'est Ouais, compliqué. Puis il faut presque prendre des notes pendant qu'on c'est fait des la millénaires lecture. là, d'histoires genre inventées. Fait que t'as pas de repères. Ça me fait penser à comment écrivaient, mettons, les latins à l'époque, comme que c'est de lire l'Odyssée d'Homère, où c'est les 3 premières pages, c'est la généalogie au grand complet des personnages. Ah, que c'est long, ça. Une fois que tu as réussi à passer à travers ça, ça ne tente même plus de lire le reste parce que t'es flabbergasté. Mais c'est épique. Puis, tu sais, tant mieux s'il y a des gens à qui tu sais, on n'oublie jamais qu'on célèbre la passion là, dans notre truc. Puis tant mieux si ça les passionne. C'est juste que je Jamais pas maladie capable. avec Star Wars. C'est ça, exact. Mais finalement, j'ai pas de maladie, moi. Ah, je suis correct. Qu'est-ce que je fais ici? Je pars. Fait qu'on va vous en reparler. Pas de Frodon, là. On ne parlera pas de ça. on va parler de Walking Dead qui sont revenus pour un numéro spécial. Hey, puis j'ai le goût de commencer avec ça. C'est moi qui décide. On commence avec Negan's Lives. Parce que je pensais que je l'avais manqué dans le preview. Je pensais que c'était quelque chose qui était supposé paraître puis que j'avais manqué. Et je me suis rendu compte que c'est Kirkman qui a fait cette initiative-là pour donner de l'air au comic book store. Ben oui, avec le mouvement hashtag chose binouche que j'ai perdu, là, c'était écrit dans l'Afterworld. Effectivement, j'ai lu un peu la genèse de ce projet-là, puis félicitations, honnêtement, vraiment cool, vraiment, vraiment, vraiment cool. On a fait notre part, on l'a acheté, nous autres, le numéro, puis honnêtement, moi, j'ai adoré, là. Puis j'adore Walking Dead, mais moi, ce genre d'initiative-là, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Et après la lecture, je me dis oui, on en avait besoin. Il y a tellement de belles plumes, Kirkman. Puis même si techniquement la série est close sans ça, on n'aurait pas nécessairement besoin de cette closure-là. D'ailleurs, il y a un article super intéressant à la fin là, où Kirkman explique pourquoi il a décidé de ramener, en fait, de ne pas tuer le personnage de Oui, de c'est Negan. vraiment intéressant. Oui, puis c'est vraiment cool parce que c'est Adler, je pense, qui a dit non, on le tuera pas parce que, en tout cas, ça fait ça. Non, on a besoin d'une rédemption. C'est parce qu'il fait comme ça me fait penser au vieux western, où est-ce que le death penalty est comme la réponse absolue à quelqu'un qui a traversé de frontière. Ça fait que c'est juste l'acceptation. Ce gars-là, il était trop loin, donc il faut le tuer. Fait comme, on pourrait pas juste lâcher le stéréotype, puis laisser le vilain vivre, puis espérer qu'il y ait une rédemption. Ouais, genre, tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir une chance à la rédemption pour ce vilain-là qui a été quand même assez incroyable? Puis en même temps, sa fin est quasiment plus pathétique que si tu l'avais tué. Tu sais, en dehors de Negan's Live, là, où on voit on vous en reparle là, tantôt, mais tu sais, quand tu te fies au dernier numéro, je pense que lui, ça finit un peu avant, là, puis il y a peut-être juste 1 ou 2 cases, je pense, dans le dernier numéro, je me souviens plus là, où est-ce exactement, où il était agenouillé devant la tombe de sa femme, puis tu sais, c'est pathétique, sa fin de vie, là. Tout seul, dans une maison, à parler à plus personne. Ouais, à continuer à monologuer avec son bat de baseball enterré, parce qu'il ne prie pas devant sa femme, il prie devant le bat de baseball. En fait, pas vraiment, parce que si tu as bien lu Negan's Live, puis que tu as lu l'entrevue, ce qu'il dit, c'est « Je voulais raconter l'histoire de pourquoi, au début, c'est son bat qui a enterré, et à la fin, on voit que la pierre a changé, puis que c'est le nom de sa femme qui est sur la pierre. Dans sa tête, il y a eu une quête de Negan pour aller chercher le corps de sa femme. » Et c'est un peu l'introduction de cette quête-là qu'on voit dans le numéro. Et ça fait une réflexion ça fait une référence, sûrement qui nous écoutait, parce qu'on était tous les trois autour d'un feu avec une bonne bière la dernière fois. Puis je vous disais à quel point je trouvais ça triste de ne pas savoir ce qui s'est passé avec Negan, puis à quel point il y a des affaires pas racontées avec Negan qui pourraient être intéressantes. Bon, encore là, il nous en raconte pas tant que ça. Pas tout. Ben, au moins, c'est parce qu'il nous explique peut-être le pourquoi qu'il est toujours en vie. C'est parce que le gars, il est un athée, il n'a pas de croyance à rien, il ne croit pas à la vie après la mort.
Sauf qu'il fait partie de l'humain moyen que mourir, c'est comme une phobie, puis c'est pas quelque chose de naturel. Non, ça lui fait peur. C'est quelque chose qui lui fait peur, justement. Ça fait qu'il n'est pas capable d'accepter de mourir, tout simplement. Ça fait qu'il, même s'il sait que son existence est de la mort, qu'il chie à terre, qu'il bouffe des poubelles, finalement, il n'y a pas de condition de vie, il n'y a rien, là. C'est que il veut vivre jusqu'à la fin. Il va vivre ce malheur-là jusqu'à la fin parce qu'il n'est pas capable d'accepter de se suicider. Il n'est pas capable de mourir, tout simplement. Puis il faut qu'il se donne une quête. Puis à travers cette quête-là, c'était de retrouver le corps de sa femme. Puis honnêtement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené, c'est tellement... Moi, j'ai eu du plaisir à renouer avec l'univers Walking Dead, mais je sens dans ta voix, Jean-Nic, une peur que ça devienne commercial, qu'il y ait le goût de revenir avec une série, que ça ne soit pas clos définitivement. Ouais, parce que quand j'ai vu qu'il avait fait un Negan Livre, on dirait l'auteur qui est tombé en amour malgré lui avec sa création, puis qu'il n'est pas capable de laisser s'enterrer. Mais par contre, après la lecture, ça ne m'a pas donné l'impression que Kirkman reviendrait à tous les 6 mois avec un nouveau numéro. Je pense que c'était effectivement léger. Ouais. Puis oui, pour donner un coup de main au comic book shop, puis il savait que c'est quelque chose qui allait une belle nouveauté que les gens allaient s'arracher. Puis effectivement, ça vaut la peine malgré le côté mercantile. Je sais même, puis en plus, ça avait été un univers qui aurait voulu continuer. Là. Les 25 numéros qui manquaient pour arriver à sa fin qu'il voulait, il les aurait fait à place de rusher sa fin. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, j'ai trouvé ça tellement... J'ai trouvé ça fin. Tu sais, je veux dire, les comic stores vont réouvrir. Ils n'ont pas grand-chose de neuf ou presque à offrir. Ils ont plein de DC. Oui, ils ont plein de DC, mais tu sais, on va leur offrir un numéro... Qui sont pas capables de commander. Qui sort de nulle part, qui arrive de nulle part. Puis il y en avait quand même une bonne quantité. Ben, ça dépendait des comic book shops, mais oui, il y en avait une bonne quantité. De toute façon, c'était quelque chose qui... Tu sais, on voit que ça a été rushé, là. C'était quand même en noir et blanc. Innocent. Fait que les 193 numéros ont été rushés. J'attends encore mes Walking Dead couleurs. Ah, non, ça fait partie du charme de la bande dessinée. Non. Comment ça, Yark? T'aimes pas ça? En couleur? Ouais. Non. Je veux pas avoir de Walking Dead en couleur. Bon, c'est ça que je te dis. C'est son charme, c'est que ce soit en noir et blanc. Oui. Ah, okay. On disait tout ça pour Scott Pilgrim. Ouais, mais... Ouais. Il y a sûrement une passe d'argent à faire en disant qu'on va les sortir en couleur. Je ne vais pas racheter en couleur non plus. Non, je veux pas y voir. Je ne veux pas racheter les Akira en couleur non plus. Ah, je veux pas y voir en couleur. Je trouve que ça fait partie du charme. Bon, OK, on y va avec Justice League. On s'est tapé ça, Alan, toi puis moi. La run de Schneider qui n'en finit plus de finir. C'était combien de numéros le dernier TP? C'est une dizaine? Ouais, c'est 10-11. Écoute, au total, c'est combien de numéros à peu près depuis Totality? C'est 39. 39 numéros. Plus une série de 6 numéros, je pense, à l'Horizon. 7? 6? Ouais, mais sans compter si tu comptes le Batman Wolof, si tu comptes le Batman versus Superman, si tu comptes le Year of the Villain au grand complet. T'es au-dessus d'une centaine de numéros. Là. Puis c'est pas une crisis, là. Non. Ben, en fait, c'en est une ouais, déguisée. C'en est une déguisée. Ils l'ont juste pas appelée crisis, mais c'en est une carrément. C'est la grosse affaire qui va shaker le multivers de DC Comics. En gros, là, parce que je sais que Jean-Nic, tu l'as pas lu. Pour les gens qui veulent savoir un peu là, où est-ce qu'on se situe, là, en gros. Là. Puis je fais ça très, très large, là. On se retrouve donc avec une déesse Perpetua qui était emprisonnée dans le Source Wall. Le Source Wall a été pété à la fin de Dark Knight Metals. Elle a été libérée par Lex Luthor qui, lui, a tout abandonné, sa fortune, sa compagnie, tout. Il s'est fait sauter. Il a fusionné avec le Martian Manhunter. Perpetua lui a permis ça. Il est devenu un Apex Predator, donc une espèce de race qui était à l'origine supposée peupler le multivers de Perpetua tel qu'elle le voyait. C'est ses enfants qui sont le Moniteur, l'Anti-Moniteur et le Forger qui l'ont enfermé dans le Source Wall, qui ont fait le multivers, mais qui est destiné à toujours rebooter tout le temps. Ben, dans le fond, c'est que ses 3 fils, eux, ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est un univers qui rebootait en permanence puis qui oubliait à peu près tout, ce qui permettait de vivre éternellement à cause que son univers qu'elle avait créé, son multivers, parce que même dans ce 52-là, il y a peut-être d'autres univers qui existent. Il y a peut-être Perpetua, il y a peut-être Gargantua, puis il y a peut-être Pantagruel ailleurs. Mais leurs noms sont tellement lettres dans DC, leur les dieux. C'est que elle voulait se créer un univers qui allait toujours rouler en permanence avec l'oubli. Sauf que eux, ils ont comme créé un univers, une planète, donc celle-là, ce qu'on avait avec les super-héros présents, là, du post-Rebirth, New 52 et compagnie, où ce que eux étaient comme sortis un petit peu de la continuité, puis qu'il y avait une lueur d'espoir qui pouvait sortir des autres pour réussir à péter Perpetua. Mais encore de là, c'était pas très
clair que c'était Non, ça c'est pas qui clair. Bref, tout ça pour dire qu'elle a finalement gagné, en passant, à la fin du TP de Justice League. Et là est arrivé les 4 plus grands personnages les plus puissants du DC Universe, là, un genre de... Ben, elle a gagné, il faut dire, c'est parce que ce qui arrive, c'est que Lex Luthor s'est fait péter. Perpetua lui a dit « T'es vraiment un bon à rien ». Batman Wolaf est arrivé, il a fait « Ouais, moi je suis en crise, je peux tout te péter si tu veux. » Ouais, parce que moi, je suis pas fait du même énergie que vous autres. Fait que Ouais. moi, je peux tout vous détruire, à moins que tu acceptes de travailler avec moi. Puis je vais t'apprendre à faire plein de trucs que tu sais pas faire. Ouais, effectivement, parce que moi, je tape dans l'univers négatif. Exact. Donc, fin des courses, résultat des courses. Les 4 personnages les plus importants, Highfather, donc des New Gods, Guntet de OA. Il m'en manque 2 autres. Là. T'as Zeus, je pense? Non, c'est pas Zeus. C'est non, il m'en manque 2. Là. En tout cas, ce sont 4 grands personnages de DC. Prennent les héros. Il y a un gars avec une barbe, un avec un chapeau, un qui est aveugle, puis un qui est bleu. Là. Bref, ils les prennent, et ils ouvrent une porte, puis ils les envoient là-dedans. Et c'est à continuer dans Dead Metal. Et on a eu le premier numéro cette semaine. Là, on se retrouve finalement dans un univers qui est en voie de se faire détruire par Perpetua, là. Terre après terre après terre. Parce qu'on se rend compte que avec le Batman Wolaf, il reste 8 univers debout sur 52. Ouais, tout le reste a été pété. Et si les héros marchent comme eux autres ils veulent que ça marche, chacun va hériter d'une terre qu'ils vont pouvoir contrôler. Mais c'est Perpetua qui est à la tête de tout. Et on en est là. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de fun. Vraiment, 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 vraiment beaucoup de fun. Honnêtement, les dessins de Capullo sont juste géniaux. Et j'ai trouvé que c'était pas si dur à suivre, même si tu n'avais pas fait toute la run. Il y a quand même un bon... comment je pourrais dire? Un bon résumé à l'intérieur du numéro. Il y a un bon résumé. Les présentations des personnages, on check leur look tout, on voit ce qu'ils voulaient s'en aller avec le 5G, avec le reboot, avec un statu quo qu'on revient à l'univers prime, avec le monde qui a leur âge normal. C'est qu'on est vraiment conscient qu'on a un Batman des années 90 assez solide. Oh, vraiment, là. On a un Batman qui est dans le look très vieux aussi. On a une Wonder Woman qui était, tu sais, dans le bout, tout ce qui était plus Amazon, à la Frank Miller et compagnie, là, qui est encore là-dedans. C'est que, tu sais, on retourne vraiment plus à des origines du pré-52 des personnages. Mm-hmm. Puis on voit que c'est ça qu'ils veulent s'en aller vers, c'est que tout ce qui est expliqué, même par le Batman Wolf, tout ce qui est expliqué, c'est qu'ils sont en train de péter tous les univers, puis ils veulent retourner au statu quo New 52, peut-être juste un petit peu avant. Tu sais, ils veulent oublier le Rebirth, ils veulent oublier un petit peu ça, ils veulent revenir à une époque où tu sais, tout le monde se connaissait, parce qu'à un moment donné, c'est qu'on lisait justement le Justice League, quand on s'est rendu compte qu'à un moment donné, que le Flash, il voyageait dans le temps, puis qu'ils ont rencontré la GSA, puis qu'ils ne se rappelaient plus qu'il existait. Là. Non, c'est ça. Alan Scott, c'est du monde qui n'existait plus. Ouais. Jay Garrick, c'est plus du monde qui ne connaissait pas. C'est que là, on est en train, puis même, tu conseilles à lire Young Justice aussi. Ouais. Puis tu es en train de te rendre compte que le Connor Kent qui est là, c'était le Connor Kent de New 52, que lui, il est encore dans cet univers-là. C'est parce que lui, il l'a envoyé dans un autre univers, puis il a raté les 3 derniers Crisis. Puis là, les différents personnages qui sont dans Young Justice sont en train de se rendre compte qu'ils viennent de 3 ou 4 univers différents, puis ils font comme... C'est pour ça que je semblais que je t'avais jamais vu. Exact. Puis c'est vraiment bien ce que Bendis fait avec Young Justice, parce que j'ai lu le 2e TP, c'est que c'est comme on était en side quest, là. Tu sais, tout ça est en train de se passer, puis eux autres sont juste en train de s'en rendre compte. T'as l'impression que tu suis le average hero qui se rend compte que ça bouge autour de lui, mais qui n'est pas impliqué dans pourquoi ça bouge. Là. Il fait juste subir. Ouais, puis ils ont leur propre histoire au travers de ça. Mais honnêtement, c'est vraiment bien. Parce que les autres, quand ils essaient de sortir de leur première aventure, ils traversent 22 terres différentes. Puis quand ils retournent sur leur terre principale, ils se rendent compte qu'ils recroisent d'autres Young Justice, mais qu'ils se sont jamais vus, toute cette gang-là, mais ils se connaissent tous. Non, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment bien fait. Puis Dead Metal, moi, ça m'a vraiment attiré de ma curiosité parce que là, on a vraiment clairé la table. Là, regarde, c'est ça le DC Universe pour l'instant, malgré tout ce qui se passe autour. Là. Puis là, on va suivre ça et on va voir ça va être quoi après ça, le statu quo. Ça va être quoi qui va sortir de ça, comme quand on a suivi Infinite Crisis, comme quand on a suivi Final Crisis. Même chose pour Crisis on Infinite Earth. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on... Parce que Rebirth, ça n'a pas été une vraie Crisis. Ça a été une décision rapide.
Ça a été, on sort du New 52, bang, bang, bing, bang, Ouais. les Superman fusionnent. Puis... Mais c'est drôle parce que je vous écoute parler, puis ce que vous semblez dire qu'ils veulent faire, c'est exactement ce qu'ils avaient fait avec 52. Où, genre, ils voulaient changer le héros, revenir à des personnages peut-être un peu plus classiques ou leur donner comme... Non, parce que New 52, il y avait leur intention, c'est de créer 52 univers. Là, ils veulent les éliminer. En fait, Ouais, mais le Rebirth, ils ont comme, on va corriger le tir sur certaines affaires qui marchent plus Mais en fait, ou moins. New Mais tu sais, 52, c'est tout le temps ça qu'ils font. À toi, 10 ans, je ils sais, redécollent je sais, une crise. Puis... mais New 52, il faut que Corrige. tu vois ça plus comme la tentative de DC d'avoir Ultimate. C'était ça, là. C'était le Ultimate Universe de Marvel, là. C'était ça, là. C'était pas non seulement on va revenir à la base, c'est on efface tout puis on recommence. Ce sont des personnages dont on va twister des trucs dans leur origine, dont on va changer des affaires. Mais si je ne m'abuse, pendant que le Ultimate est sorti chez Marvel, il y avait encore les séries Exact. classiques qui continuaient. Le Exact. 52 chez DC, ça a été, on garde 52 séries, that's it. Et c'est ça le pari que Didio avait pris. Il avait dit, moi, là, je vais faire 52 titres, mais 52 bons titres, puis ils vont sortir une fois par mois ou deux fois par mois. Ça a été cancellé parce qu'il n'y a jamais eu assez de gens qui étaient intéressés aux différentes séries. T'sais, il y avait des séries comme Suicide Squad qui tiraient rien. Là. Je veux dire, personne ne suivait ça, ou presque. Et pourtant, il s'est écrit des belles choses dans le C'était très bon, d'ailleurs. C'était très bon. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont été obligés. Puis Rebirth, là, c'était une correction. C'était bon, ben finalement, là, c'est les mêmes personnages que vous connaissiez. Et là, tout le monde se disait, ouais, mais comment tu fais pour conjuguer les deux choses? T'sais, pour Superman, ça a été tellement compliqué qu'ils ont été obligés de nous inventer que le vrai Superman était dans l'univers de New 52, puis qu'il était caché, puis qu'il regardait un peu, puis qu'il avait pris sa retraite. Malgré le fait que le bout dessiné par John Romita était super drôle, que Superman était capable de faire des supernovas puis il perdait ses pouvoirs. Là. C'était le fun, ça. C'était spécial. Puis tu sais, Superman, c'est lui qui avait subi... Mais tu sais, Batman, là, il a juste comme une grosse commotion cérébrale, là. Tu sais, genre, il était New 52, il a vécu son New 52, il a vécu Year Zero au lieu de vivre Batman Year One. On n'était plus sûr si Killing Joke avait été arrivé, on savait plus rien. Puis là, à un moment donné, pouf, c'est pété la tête sur le mur. Puis, ben oui, c'est vrai, Killing Joke est arrivé, puis Dead in the Family est arrivé, puis tout ça est arrivé. On retconne certains événements. Puis il n'y a plus rien de ça qui suivait. Donc, je pense que cette crisis-là était nécessaire maintenant. Et tu as soulevé la question, avec tout ce qui se passe chez AT&T, avec le congédiement de Didio, est-ce que il y a véritablement un plan pour après Dead Metal? Ben, on sait que on l'avait déjà commandé du 5G avant que le COVID arrive et que tout soit fermé. T'as-tu vu une annonce d'un reprint ou d'une date de sortie du 5G qu'on avait commencé à commander? Puis ça devait commencer avec Free Comic Book Day, puis ça a été cancellé aussi, ça. On l'a jamais vu. Oui, parce que j'ai l'impression que 5G, avec justement Didio qui est parti et compagnie, c'est que sa vision de ça va disparaître. Puis j'ai plutôt l'impression qu'on va revenir à un statu quo de DC, des personnages qu'on avait au début des années 2000. Oui, mais avec le multivers en moins. Là. Ben, c'est parce que, tu sais, on avait peut-être vécu... moins important. Parce qu'on avait vécu de 1985 à le retour des multivers, c'était avec Infinite Crisis 2005, 2004 à peu près. Donc, de 85 à 2004, il y avait un seul univers. Ouais. Il y avait un. Il y avait une Terre, un univers, puis tout le monde était dessus. Puis sans dire que c'était pas compliqué, c'était plus simple. Il y avait quand même plein de conflits, puis de trucs qui fonctionnaient pas, puis d'âges qui marchaient pas, puis de... c'est correct, là, on était capable de passer par-dessus. Mais depuis qu'ils ont retourné au multivers, c'est... Plus ou moins. Ils ont toujours eu ce problème-là d'ici. Leur continuité, c'est pas leur force. Les auteurs semblent pas se parler. Ils ont de la misère à avoir quelqu'un qui va runner tout. Puis tu sais, moi, ça me dérange pas. Je suis pas un gars de ça. Moi, je m'en fous un peu de la continuité. Puis que ça se peut pas que Superman ait fait ça pendant que Batman était avec, parce que normalement, il est supposé être à telle place. C'est pas grave. Pour moi, cette logique-là, elle n'est pas obligée d'être là. Mais d'ici, ça semble bien important. Ils veulent suivre parce qu'ils fonctionnent chez Marvel, puis ils essayent constamment de revenir, puis de se corriger, puis de mettre une logique là-dedans. Mais tu sais, tant que tu n'auras pas un plan directeur écrit bien à l'avance, là, ils vont se ramasser comme Star Wars tout le temps. Ouais, puis souvent, ben, on le dit, c'est les Elseworlds qui sont les plus intéressants chez DC. C'est souvent là que j'ai le plus de fun. Puis je veux pas, moi, que quelqu'un contrôle tout puis qu'il écrive tout à l'avance. C'est le fun d'avoir un auteur qui arrive du champ gauche puis qui t'écrit une histoire que t'as pas vu venir avec un personnage où il se sentait pas avoir les mains liées parce que Superman peut rien que faire ça, parce que là, il y a une histoire avec Batman puis Wonder Woman qui l'implique. Puis chacun de ces personnages-là doit vivre par lui-même. Puis c'est pour ça que je suis pas en train de lire Death Metal puis ce qui se passe. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Je te le dis, t'aurais du fun pareil. Ah, je suis sûr. Je vais finir par le lire à man. T'aurais du fun pareil. Honnêtement, moi, j'ai plus de fun à lire ça que j'ai eu du fun à lire, mettons, Final Crisis que j'ai... Ben, honnêtement, mais c'est le plaisir est venu sur le tard parce que, tu sais, qu'on avait lu justement le premier Bad Metal. Bad Metal, c'était lourd à comprendre. Quand on a lu de totalité au début... Oh, c'est que c'était mauvais.
Il a fallu qu'on ait le 3e TP là, pour qu'on se rende à peu près des numéros, jusqu'au numéro 20 de Justice League pour dire OK, c'est là que ça s'en va parce que je t'ai mêlé en. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait aucun bon sens. C'était supposé être la suite directe de Metal, mais tu comprenais fuck all. Fuck all. Puis le numéro à 25 cents était tellement important. Puis tu sais, c'est pas drôle. C'est 3 ans plus tard qu'on est capable de résumer puis de dire que ça fait de la logique que c'est passé là-dedans, mais c'est quand même 3 ans puis centaines de numéros plus tard qu'on est capable d'avoir un plan d'ensemble de ce qui s'est passé puis de bien comprendre. Parce que pendant que tout ça se montait, là, suivre ça mois par mois, là, ça devait être quelque chose. Ben, le danger, c'est que tu perds de l'intérêt parce que quand tu sais plus où que ça s'en va, puis que tu t'en doutes plus, puis que tu finis par perdre de l'intérêt, puis si tu perds de l'intérêt, tu passes peut-être à côté de quelque chose qui était bon ou qui avait de la qualité. Moi, je suis content qu'on ait continué, mais je te dis qu'après le 2e TP de Justice League, j'ai eu le goût en tabarouette de te dire quand c'est le mot Une chance que le 3e avait pas loin de 10 numéros puis qu'il y a de l'histoire qui avançait dedans. Heureusement, parce que c'est ce qui nous a permis de rester accrochés. Puis tu sais, Hell Horizon, moi, m'a complètement... c'est vraiment le bout où j'ai fait OK, là, on a de quoi, là. Là, on a véritablement puis avec le Batman qui est Olaf, il te manque le Superman Batman. Ouais, il me manque juste le Superman Batman que j'ai pas lu, moi, pour comprendre les infectés, là. Puis aussi, on a oublié de préciser quelque chose, c'est qu'à partir de Death Metal, on est en train de se rendre compte avec la dernière case qu'il y a eu là-dedans, c'est que Doomsday Clock, c'est là-dedans que ça va fesser. Oui, ça va fesser là-dedans aussi, là, parce que là, il faut qu'ils ramènent ça, parce qu'ils avaient tellement promis que Doomsday Clock allait changer le statu quo du DC Universe, que là, ils ont comme essayé de patcher ça dans Dead Metal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 3 quests. Tu avais tout ce qui se passait chez Doomsday Clock, tu avais tout ce qui se passait avec le Batman Olaf, qui lui a fait son bout, puis tu avais tout ce qui se passait avec Year of the Villain et Lex Luthor. Puis les 3 collapsent, les 3... rentrent ensemble dans Dead Metal. Puis c'est intéressant de la façon dont... En tout cas, pour The Batman Olaf, c'est intéressant. Oui, parce que là, on est en train de se rendre compte que le Flash puis Dr. Manhattan ont eu quand même pas mal d'impact. Ce qui me fait penser même avec Impulse, que dans Young Justice, que lui, on est en train de se rendre compte qu'il a fait de la merde pour le Young Justice pour réussir à y rattraper, puis que lui a découvert ça. T'as remarqué que lui aussi qui est court, c'est bleu en arrière. Oh, oui, il y a de quoi, là. Il se passe de quoi, là. Il se passe de quoi avec le Speed Force puis Dr. Manhattan. Exactement, là, parce que c'est spécial. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça mène. Donc, Dead Metal, numéro 2, on s'en vient bientôt. Ensuite, on a 3 one-shots qui s'en viennent aussi éventuellement. Donc, on va lire ça, on va suivre ça pour vous. Et puis, regarde, tiens, Jean-Nic, vu que je t'ai pas entendu beaucoup, j'ai le goût que tu me parles de Wonder Woman. Oh. Et de Daniel Warren Johnson, le gars dont on n'était pas capable de prononcer le nom il y a 2 mois de ça. Donnez-lui une série de Green Lantern. C'est incroyable. Le 3e numéro de Wonder Woman, autant on avait tout capoté sur le premier, le 2e avait été une belle surprise. On se dit, hey, ça continue à lancer, hâte de voir où ils vont aller avec ça. Là, le 3e, là, il te sort ça là, en coup de circuit du parc. Ben, écoute, tout ce qu'on avait peur qu'il fasse, puis que ça dérape un petit peu, il a réussi à l'éviter totalement, à ramener des éléments super cool pour chacun des personnages. Tu sais, Superman, Batman ont une prédominance un petit peu plus forte dans ce numéro-là, mais c'est une histoire de Wonder Woman vraiment géniale. Plein de petits moments geeks super puissants, puis en même temps, un personnage tellement humain, tellement bien construit, tellement le fun à lire. Tu vois les enjeux avancer, puis c'est vraiment du bonbon. Puis son artwork est malade. Puis même encore, tu dis c'est l'histoire de Wonder Woman, puis même en disant ça, c'est même pas vrai. À 80%, même ce numéro-là n'est pas sur Wonder Woman, mais sur les survivants qu'on n'a jamais vus. Daniel Warren travaille toujours sur l'humain qui est à côté, puis celui-là qui a quelque chose à découvrir, le super-héros qui est à côté, et plus ce qu'il utilise pour amener à son point. Mais sa véritable histoire, c'est vraiment les personnes que tu n'as jamais vues à côté, parce que même dans ce numéro-là, avec tout ce qui peut se passer d'épique qui nous a jetés à terre, c'était voir les autres puis leurs convictions qu'ils essayent d'avoir. Écoute, ça a commencé par une image dans le preview où je me disais, bien, let Wonder Woman, ça a donc bien l'air mauvais. Encore une histoire post-apocalyptique. Je suis tanné, ils font rien que de ça. Et moi, de dire, oublie pas, Martin, d'habitude, que le dessinateur et l'auteur, en général, tu as un projet qui est plus personnel, c'est rare que tu te trompes. Puis là, je me suis dit, ouais, OK, on va l'essayer. En premier numéro, je suis comme toi, j'en ai que j'ai fait comme, wow, OK, il y a de quoi, mais il y a tellement de potentiel de se péter à la gueule que je vais y laisser. Deuxième numéro, j'ai dit, oh, c'est correct. Le 3e numéro, quand je l'ai ouvert, là, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh non, ils pourraient tout gâcher genre ça. Là, surtout qu'ils ont ajouté un numéro à travers le temps. C'était supposé être 3, puis finalement, c'est 4. Là. Je me suis dit, il y a tellement de potentiel de gâcher cette histoire-là, puis de rendre ça inintéressant ou que ça devienne comme genre bouffe. C'est pas ça que je voulais. T'sais. Des bonnes idées scrappées. Là, t'sais. Et non, man, ça délivre ce numéro-là. C'est incroyable. Si vous nous écoutez là, le TP de ça, là, ça va être un achat sûr. Obligatoire. Ça va être incroyable. Puis la qualité de ces TP-là sont
vraiment géniaux. En format là. prestige, c'est incroyable. Puis, Ils tu sais, sont superbes. puis les couleurs qui sont sur ces BD, puis son trait, là, puis surtout que c'est un gars qui est fort sur les détails. Si vous checkez, si vous suivez son Instagram, c'est un gars, comme on a déjà dit, il tripe sur Star Wars. Tout ce qu'il travaille sur des gros décors, qu'est-ce qui est gros, c'est toujours plein de détails super beaux. Moi, dans ce numéro-là, je lisais quand je suis arrivé à sa forteresse de la solitude, qui était sur 2 pages. Ouais. Sa forteresse était magnifique, était incroyable. Ah, c'est vraiment beau, là. Il y a une capacité de nous faire vivre le grandiose qui est vraiment incroyable. Puis c'est pour ça que je déconne en disant donnez-lui du Green Lantern, là. Mais je trouve que ça serait tellement fait pour lui. C'est un gros fan de Star Wars. Il a toujours rêvé de jouer dans cet univers-là. Tu sais, Green Lantern, là, c'est dans l'espace. Tu n'as pas de casse à la tête avec les humains. Tu peux créer. Puis toutes les créatures qui m'aident dans sa création, là, c'est tout le temps des affaires super cool. Ça serait parfait avec Green Lantern. L'affaire, par contre, c'est que moi, je l'ai lu dans 2 projets qui se ressemblent. Puis, tu sais, j'ai hâte de le voir sortir de l'univers Mad Max. Là. Tu sais, Extremity ressemble beaucoup à ce qu'il fait sur Dead Earth. Falcon. Ouais, c'est ça. C'est lui qu'il faudrait que je lise. Là. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Luc. J'aimerais ça le voir sur autre chose. J'aimerais ça le voir dans une ville. J'aimerais ça le voir dans quelque chose qui n'est pas détruit ou qui n'est pas dans un tu sais, Extremity, ça ressemble beaucoup à Turbo Kid. Là, tu sais, ça ressemble beaucoup à Mad Max. C'est beaucoup influencé sur... Tu sais, c'est sale, c'est crotté. C'est un peu comme Star Wars. Tu sais, épisode 4, c'était ça. Tu sais, c'est très western. C'est très... J'aimerais ça le voir sur quelque chose d'un peu plus slick. Tu sais, avec Green Lantern, je pense que tu tiens quelque chose qui serait... Ça pourrait être curieux. Ouais. Ben, en fait, ça y ouvre la porte à n'importe quoi. T'sais, il peut faire des planètes tout crottées ou ben avec des arbres et des dinosaures, puis il peut en faire des villes futuristes. Hey, ces monstres, là, c'est Amazon, là, sont-tu géniales? Hey, ils foutent la chienne, là. Honnêtement, là, ça fout la chienne, là. Et on vous dira pas tout parce qu'on veut absolument que vous vous procuriez ce volume-là. Là. Chez Black Label, là, c'est 2 beaux coups de cœur. Là. Arlene, j'avais trippé comme un mongol. Puis celui-là, je trippe comme un mongol aussi. Le combat entre Wonder Woman et Superman, c'est... je sais que Jim Lee avait essayé d'en faire une dans For Tomorrow, là, puis c'est même pas proche. Là. On s'en rappellera plus une fois qu'on va avoir lu Wonder Woman Dead Earth. C'est le combat qui shake presque la réalité. Un des affrontements de super-héros les plus impressionnants ever. Ben, un des plus réalistes, si on prend 2 personnes de leur pouvoir qui s'affrontent. Mais non, ça, c'est vraiment quelque chose. Mais, tu sais, c'est ça, c'est parce que Black Label, c'est le temps qui commence à se déniaiser tranquillement pas vite. T'sais, on a eu Arlene qui a du bon sens. Le Batman Dam, que j'ai beaucoup aimé, même si toi, tu l'as pas compris et tu as détesté. J'en ai qui est sur une série qu'on a décidé de pas faire parce qu'on s'en sacrait, mais de Question de Jeff Lemire. Ça, c'était un coup de cœur qu'on a passé à côté. Une magnifique histoire de détective aussi. Les dessins sont magnifiques là-dedans. Il y en avait pas une autre aussi de Jeff Lemire, là. Comment ça s'appelait? Le petit chef-d'œuvre, Joker Smile. Ah! Oui, c'est vrai. C'était pas Killing Smile. Killing Smile? Non, Joker Smile? T'as pas un nom, c'était... Hey, wow, bravo. On l'a déjà oublié. Hein? On se demande pourquoi. Comment c'est ça qu'on a déjà oublié ça? Explique-nous. Ben, parce que c'était pas une histoire mémorable. Parce que c'était pas bon. C'était pas bon, c'était juste correct. Non, regarde, on a réussi à faire dire ça. Prends ça comme une victoire. Okay? Oh, okay, moi, c'est une victoire. C'est une victoire. On prend ça. La quantité de trucs que ce gars-là produit dans une année. Il peut bien faire du matériel. On avait toute raison. C'est Joker Killer Smile. Joker's Killer Smile. Et que c'était mauvais. Mais d'ailleurs. Il y a un one-shot avec Batman qu'on n'a pas encore reçu. Non, ouais. Tu sais, parce qu'il y a tellement. Ouais, je l'ai vu nulle part. Il était supposé d'être sorti la semaine passée ou whatever. Puis je pense même pas l'avoir vu quelque part. Il y a tellement eu de demandes là, pour avoir ce one-shot-là. Tout le monde s'est dit, oh mon Dieu, je veux absolument savoir ce qui se passe dans cet univers-là. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui a été quand même apprécié. Là. Je comprends que vous autres, vous n'avez pas capoté là-dessus. Ouais, parce que Jake Dion aimait ça. Là, il s'en réconfortait. C'est juste ça? Mais il y a plusieurs personnes qui ont aimé cette série-là. Ça a remporté un certain succès critique. J'en fais pas partie. D'ailleurs... C'est ton droit, c'est bien correct. Oui, je suis très content de ne pas faire partie de ta secte Jeff Lemire. Je suis bien content de ça. C'est pas ce que vous manquez. Ah oui, c'est ça. Avant de passer pour Star Wars, parce que je sens qu'on va en parler un peu, je veux qu'on parle des éditions 80e anniversaire. Il y a eu Joker, il y a eu Catwoman, il y a eu Robin, il y a eu Green Lantern. Je n'ai fait que Joker. Donc, je vais commencer avec Jean-Nic qui a fait les 3 autres. Oui. J'ai fait Joker puis Green Lantern. Ah, t'as fait Green Lantern? OK. Tiens, on va commencer avec Green Lantern. Les boys, je l'ai pas lu. C'était-tu bon?
Je vais faire ça un gros résumé. Dans le fond, c'était celui-là qui avait le moins d'impact parce que je pense qu'il n'y avait aucune des histoires qu'il allait chercher dans le Green Lantern qui existe présentement parce que John Stewart est dans Justice League. Jessica, elle est pognée avec... es-tu dans Odyssey? Ben, non, dans Ghost. C'est dans Ghost. OK. Puis Al Jordan, il est pogné dans le cerveau de Grant Morrison, ce qui fait qu'il est fucké réel. Ah, pauvre gars, il reviendra jamais de là. J'ai hâte de lire ça. J'ai lu le premier TP, puis j'ai peur de continuer. Donc, ça part mal. Alors, effectivement, c'est vraiment du stand-alone. Il y a quelques bons moments. Il y a une histoire qui se démarque, là, puis c'est l'avant-dernière, à mon avis. C'est vraiment où ce que tu te ramasses, où ce que tu as 3 Green Lantern qui sont rendus à 65 ans, peut-être en montant. C'est que tu as Kyle Rayner, tu as Al Jordan, puis John Stewart, qui vont ne pas prendre une bière, puis ils se rappellent des combats qu'il y avait avec Guy Gardner. Ils sont en train d'attendre Guy Gardner, puis ils se remémorent, dans le fond, des moments qu'ils ont vécu avec lui. Ouais, puis finalement, c'est qu'il parle toujours du fait que c'était le gros cave qui était toujours en train d'écœurer tout le monde, puis de se refasser dans la face parce que c'était l'Irlandais alcoolique. Le bout, tout ce qui était devenu une espèce de monstre de feu, là. Non, ils se sont rappelés le moment où ils ont gagné une bataille contre Sinistro parce que Gardner a décidé de se pointer devant Sinistro juste tout nu dans l'espace. Ça fait que Sinistro t'avait pogné les dents et toute sa force contre lui. Pendant que lui a mangé du sacrement de volée, les autres ont achevé Sinistro qui était là. Ils sont toujours là. C'était toujours le con qui mangeait toutes les claques d'en face pour que nous autres, on soit capable de sauver le jour, mais lui, il était toujours au coma. C'est qu'il raconte tout ça en parlant du sacrifice que cet innocent-là faisait toujours en mangeant des volées pour les autres. Pour que tu te rendes compte que c'est le seul qui est mort dans la gang. Ah, c'est poche. Ben non. Qu'il ne l'attendait pas. Là, il l'attendait pas, c'est juste qu'ils prennent une bière. C'est comme la journée à toutes les années, ils se remémorent. Ils vont prendre un verre, puis après, ils vont... En même temps, ça fait du sens quand tu connais Guy Gardner. Ouais. Qui d'ailleurs est un excellent retour grâce à Geoff Jones dans Green Lantern Rebirth, parce que le bout de tout ce que je vous parlais, là, il était devenu une espèce de... comment est-ce qu'ils appellent là, c'est pas des mutants dans l'univers de DC, là, des méta-humains, ça fait la même. Là. Il était devenu genre l'homme torche. Ah, c'était mauvais, c'était tellement vilain. Là. C'était vraiment, vraiment vilain. Puis c'était justement dans Rebirth que Garner était redevenu un Green Lantern. Puis ça faisait du bien parce que quel personnage haïssable. Ouais. Et aimable à la fois. Quand j'étais jeune, je le détestais parce que, tu sais, Al Jordan, c'est comme le super-héros classique. Il est fin, il est gentil, il a un grand cœur, il veut toujours s'améliorer. Puis Gardner, c'est comme le contraire. Là, je veux dire, il est baveux, il est prétentieux, il fait chier, c'en est presque un anti-héros. Puis avec le temps, j'ai développé un amour pour son humour corrosif. C'est un bon personnage. Qu'il soit pas parfait. Non, c'est un bon personnage. Puis, c'est cool. Fait que c'est vraiment la seule qui s'est démarquée. Fait que c'est pas. Je te dirais moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que ça se faisait vraiment bien. Ça rappelle pourquoi c'est le fun de lire du Green Lantern. Parce que, dans le fond, tu as une histoire sur chacun des Green Lantern marquants là, dans des grands héros modernes. Il y en a beaucoup qui sont moins marquantes que d'autres. Je suis d'accord avec Alan, la plus intéressante, c'est clairement celle-là. Puis il y en a une aussi qui est sur Kilowog, qui est vraiment sympathique, qui a un petit twist à la fin qui m'a fait un petit pincement. Genre, c'est super sympathique. J'aimerais ça, moi, qu'ils sortent une série de petites histoires comme ça. Tu sais, un numéro là, que ça pourrait s'appeler, je sais pas moi, Short Stories. Là, puis ça figure plein de super-héros, mais juste des shorts. Juste des affaires qui se lisent en 3, 4, 5, 6 pages. J'aime le format. Je lisais Joker, là, puis il y a des affaires qui fessent là-dedans, là. Oui. Il y a des affaires qui fessent qui sont intéressantes. Puis ça me faisait penser à Batman numéro 1000, le détective comique numéro 1000, où il y avait une histoire de Kevin Smith qui était juste tellement awesome. C'était genre 5-6 pages, pas plus. Puis j'aurais de quoi, moi? J'aimerais ça avoir un TP juste de nouvelles de super-héros. Je trouverais ça cool. Ben, le Batman Black and White fait ça un petit peu. Là. Je sais pas si tu connais. Oui, c'est souvent des cours d'histoire. C'est plusieurs créateurs qui font ça là, en partenariat. Un écrivain avec un dessinateur qui font un Batman dans le genre. C'est souvent entre 5 et 15 pages, mettons. C'est super sympathique. Ça ressemble à ça. Mais j'aime beaucoup ça. J'ai eu du plaisir à lire Joker. Tu me parlais de Robin, que c'était pas fou. Robin, c'est probablement le moins intéressant de la gang. En fait, ça vient toujours avec l'équipe créative qui est dessus. Puis dans ceux-là, ça tourne toujours autour du Robin, il est entraîné par Batman, il est en conflit avec lui. Puis il y a comme la moitié des histoires qui portent plus attention à l'après-Robin. Genre, c'est des histoires de Robin, mais il y en a une où tu suis Nightwing, il y en a une où tu suis Dick Grayson, mais pas en Nightwing du temps qui était un... Tom King avait fait une série où il était comme un agent secret. Ouais. Il y a une histoire qui se passe avec ça. Sinon, c'est quand même assez classique. Là. Il y en a une qui est sympathique sur Stephanie Brown, là, qui est un petit peu plus humoristique. Pas petite, hein? Ouais, elle a été Robin, genre 15 secondes. Ouais, puis ils l'ont fait sur le fait que ce soit une jeune femme qui est
est en train de grandir puis qui doit porter le costume de Robin. Ah ouais, ils ont fait un film sur... Ah ouais, ils ont fait une histoire sur le fait que le costume de Robin ne pouvait pas prendre ses seins, c'est ça? Ben, un petit peu. Genre, ça a l'air maladroit comme ça, mais au final, c'est drôle et sympathique. Puis tu sais, c'est une femme qui l'a écrit, fait que tu sais, parce qu'il y a certaines cases qui étaient un petit peu plus particulières. Ben oui, ça joue avec ça, là, le fait que ses seins et ses fesses sont poignées dans le costume de Robin, puis elle a de la misère à combattre le crime. Mais tu sais, c'est traité sous un angle humoristique, puis en même temps, c'est... Tout le monde voulait cette histoire-là dans une affaire de... Ben, pas nécessairement, mais tu sais, ça met de l'avant une réalité qu'on pense peut-être un petit peu moins, là, genre les costumes, puis... Après 80 dans celui de Catwoman, ça. il y a un truc comme ça aussi. Là, il y en a un qui est Catwoman est dans ce qui semble être un Comic-Con, puis elle signe des autographes, puis elle regarde certains costumes, genre mettons, des années 70, puis elle dit, tu sais, comment tu fais pour porter ça? Ça serait impossible que je bouge si j'étais dans ce costume-là. Puis elle fait référence, mettons, au costume de Michelle Pfeiffer. Puis... Il était-tu bon, ce numéro-là? Ou... Non. Le Catwoman, c'était pas très... En fait, il y a des histoires dans le Catwoman là, où j'ai manqué m'endormir. C'est du 5 pages, puis j'avais hâte que ça se termine. Là. Parfois, il y en a, sérieusement, là, je me dis, comment tu fais pour avoir rien que 5 pages pour raconter une histoire, pour faire quelque chose qui n'est pas très beau, pas très intéressant, mais il y a des histoires très sympathiques. Et il y en a une écrite par Tom King qui se passe en... C'est pas compliqué, 5 pages, 5 moments marquants de la vie de Catwoman et de Batman. Dans le fond, c'est l'heure. Ça commence avec Batman qui est en train de la scanner, puis elle pense qu'elle a pogné le cancer, puis elle dit « Je suis sûr que c'est le cancer ». Puis là, Batman, il la regarde, il fait un sourire, puis il dit « C'est pas le cancer. C'est pas à cause que tu as le cancer que tu vomis ». Et là, il fait un sourire, là, elle fait comme « Fuck ». Le Bat-Baby! Le deuxième case, sont en train de se battre sur un toit, comme Tom King sait le faire. T'sais, ils sont en train de se battre et de s'estiner toutes les deux. Puis là, elle dit « Il faut que j'arrête, je vais vomir. » Puis là, je vais aller dans le char, j'ai un bat-bucket. Puis là, elle le regarde, puis il répond « Oui, c'est littéralement un bucket avec mon logo dessus. » Puis l'autre case d'après, elle est enceinte, puis là, il y a le bébé, puis ça se termine avec... ils sont... je vais spoiler, c'est pas grave, ça sert à rien. Ça se termine avec leur femme, leur bébé, qui s'appelle Elena, qui est rendue adulte. Ils sont sur la tombe de Bruce. Puis Selina lui dit « Écoute, je t'ai toujours détesté un peu parce que tu m'as privé d'une partie de ma vie, tu ressembles à ton père, t'es gentil, t'as pas mes défauts. » Mais il dit t'as réussi quelque chose d'incroyable, t'es une voleuse parce que quand t'es né, t'as volé mon cœur. Puis genre, j'ai fait, c'est tellement beau, fuck Tom King. Maudit bon écrivain, tu sais, 5 pages. Il raconte une histoire super touchante, super drôle en même temps. Genre, ça vaut la peine de l'avoir rien que pour cette belle histoire-là. Ben, à peu près comme le Joker. Celui-là qui marquait le plus, c'était la première, puis c'est Scott Snyder. Celle de Scott Snyder, ouais. Quelle histoire! C'est là qui parle que le fait que le Joker va toujours s'infiltrer dans toi, puis trouver le fait ce qui va te faire peur, puis il va faire des recherches sur toi parce que le gars est super intelligent, puis il va faire « Je sais tout sur toi, je sais tout sur toi ». Puis le psychologue qui essaie de convaincre les autres fait comme c'est pas vrai que le Joker, c'est le monstre qui est caché en dessous du lit, Je suis content que tu te rendes compte qu'à travers ces affaires, ben, le Joker réussit à avoir de l'information sur le psychologue, puis qui essaie vraiment le monstre sur le lit, parce que peu importe ce que tu penses, il va toujours réussir à rentrer dans ta tête. Cette histoire-là est incroyable. C'est le processus de guérison des victimes du Joker, puis t'es dans une conversation entre une des victimes puis le psychiatre qui dit, tu sais, je comprends que tu veux pas guérir parce que t'as peur que ta guérison le ramène. Tu sais, t'as peur que si tu guéris... Puis tu sais, ça explique un peu l'influence qu'il y a sur Harley Quinn. Ouais. Tu sais, t'es prisonnier de ça, tu veux plus en sortir, tu veux pas en sortir, tu veux pas guérir. T'sais. Et tous les gens, ils essaient de le faire comprendre, vous êtes des victimes collatérales, c'est pas à propos de vous. Il voulait pas vous faire du mal à vous. Il a fait quelque chose, puis vous avez payé parce que c'est un monstre, mais c'est pas vous qui essayez de blesser, puis finalement... le pernicieux Joker, c'était vraiment une histoire fantastique. Autant ça me fait chier que Snyder écrive sur tout en ce moment, puis j'ai de la misère avec son style. En cette petite histoire-là, il m'a rappelé pourquoi là, il donne toute cette... non, c'était vraiment une bonne histoire. Puis on a eu droit aussi à l'origine, l'histoire d'origine du nouveau personnage qui est dans Joker War, qui est actuellement dans les pages de Batman. Puis, c'est Harley Quinn. Fais-tu besoin d'une deuxième Harley Quinn? Non, pas vraiment. Bon. Elle apporte quoi de plus ou de nouveau? Ouais, c'est une Harley Quinn qui est peut-être plus radicale, milléniale. Ouais, trash, là. C'est ça. Ouais, genre millénial, genre j'ai tué mes profs, fuck la vie, YOLO, là. Puis être avec le Joker. Il y a une histoire sur laquelle je veux vous entendre qui a été écrite par Greg Miller, qui est un ancien journaliste de jeux vidéo pour IGN, que je suis depuis super longtemps. Puis c'est l'histoire avec la mort de Batman. Ah, c'est bon, ça? Et tu sais, dans le fond, c'est une joke, là. C'est rien qu'à propos de cette dernière shot-là. Mais, tu sais, j'ai pas le goût qu'on parle de la dernière shot, mais j'ai vraiment trouvé ça cool, parce que tout le long, je me disais, ouais, ça parle de la mort de Batman, mais pas vraiment. Puis où c'est qu'il veut en venir, mais... Mais c'est parce que c'est le feeling du Joker, tu sais, qui est le seul qui rit pas.
Ouais. Tu sais, qui est le seul qui... Et c'est ça, le monde, ils font des jokes sur Batman pour relever le mood, puis ça soit moins pire. Puis que Joker, c'est ça, il n'a pas trouvé ça drôle, puis qu'il se fait une introspection, fait comme, ouais, mais c'est moi qui ai réussi à tuer Batman, c'est moi qui ai réussi à tuer Batman, peut-être, mais il n'y a rien qui est drôle là-dedans. Puis qu'il se rend compte que pourquoi qu'il rit pas, c'est parce que il a tué son opposé. Ah oui, il n'y a plus rien pour lequel vivre. Il n'y a plus rien de... Puis il y avait juste Batman pour pas rire de ses jokes. C'était comme... Ça fonctionnait comme ça. C'est une histoire sur la symbiose, dans le fond, que Frank Miller avait très bien créée avec le Dark Knight. C'est que le Joker ne peut pas exister sans le Batman, puis Batman ne peut pas exister sans le Joker. C'est parce que dans le Dark Knight, le Joker, Batman n'existe plus, c'est que le Joker ne bouge plus, qui est dans l'asile. Puis dès que Batman réapparaît... Il recommence à rire, puis il revient. Il revient, puis il s'en va dans cette superbe scène de studio télé où il tire tout le monde. Puis après, il vient dans l'espèce scène où il mange plein de coups de poing dans la face, puis après, il respire plus. Ouais, puis il se tord le cou. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose, ça. C'était un excellent... Ah, c'est-tu bon, Dark Knight Returns? Mais bon... Qui est-il arrivé à Frank Miller? Qu'est-ce qui est arrivé à Frank Miller? Il est devenu vieux et sénile? Ben non, il est devenu vieux et sympathique. Non, il est vraiment sénile. Donc, tiens, on a terminé notre liste de DC Comics pour cette fois-là. Donc, on peut parler d'Arwen qui sauve Frodon. Non, on n'a plus le droit. Ah non, c'est vrai, on n'a plus le droit, excuse-moi. On parlait de Alien, Predator qui s'en va chez Marvel. Bon move, mauvais move. Je pense qu'ils ont juste récupéré ce qui leur appartient. Ouais, mais d'une certaine façon, là, c'était une partie où Dark Horse essayait de rattraper un peu de ces franchises-là parce que ça allait pas bien. Puis, tu sais, ils travaillaient sur les scénarios d'origine. Ils l'ont fait avec Alien 3. Oui, c'était bon, ça. Ils sont en train de le faire avec le premier Alien. Puis, ils le font aussi sur le premier scénario de Predator. C'est que possiblement qu'ils vont avoir le temps de réussir à publier ces dernières shots-là. Puis après, ça va s'en aller chez Marvel. Mais la grosse crainte que j'ai à ce sujet-là, c'est que Marvel, présentement, leur Max Comics, ils ont ressorti une série de Punisher dernièrement, mais tu sais, ils ressortent leur franchise 18 ans et plus, c'est rendu très, très, très rare. S'ils sont pour mettre Alien et Predator dans le mainstream... PG-13. Dans le PG-13, tu sais, avec Conan, t'es capable de réussir à vivre avec ça, tu sais, tu fais comme, OK, il n'y a pas de sang, puis il n'y a pas trop de sang, mais tu sais, au moins, je comprends qu'ils puissent lâcher des hommes lézards en deux, c'est que c'est pas trop graphique comme violence. Puis on a tout vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec Conan dès qu'ils l'auront eu. Il y a les Savage Avengers. OK, j'adore les Savage Avengers. C'est super bon, mais Conan est quand même avec les Avengers. Et là, ça va être là le problème. C'est qu'ils vont-tu mettre des Predators et des Aliens dans le mainstream où ça sera plus super violent? Il n'y aura plus vraiment de sang, puis il n'y a personne qui va se faire arracher la tête par des Predators, puis il n'y aura pas de colonne vertébrale, puis de tête qui tourne au bout. Puis ils vont-tu faire ça? Puis à quand la première fois que Tony Stark va botter un alien, que les gardiens de la galaxie vont tomber sur des aliens? Quand est-ce que... Ça nous tente dessus. Honnêtement, c'est une franchise qui devrait être en dehors de ça. Là. Quand est-ce... Mais par exemple, ça me dérangerait pas. Punisher versus Predator, ça m'intéresse. Mais, mais hors continuité, comme un Elseworld. Tu veux pas... Sauf que ça va être le gros problème. On est certain que ça va arriver. Puis est-ce qu'on va avoir le même niveau de violence qu'on avait chez Dark Horse, parce qu'eux, ils peuvent faire de la basicité autant pour enfants que pour adultes. Ça serait-tu intéressant, genre, que un Alien, tu sais, un œuf d'Alien, pogne Spider-Man, puis que là, le Alien qui sort de Spider-Man est un genre Spider-Alien? Je vais répondre à ta question. Non, ça serait pas intéressant. Je veux voir ça, ouais. Ou Hulk. Hulk se bouffe un alien d'en face. Il essaye de burster puis il est pas capable, fait que les aliens meurent à l'intérieur. Non, le alien, c'est un Hulk alien. Gigantesque vert. Non. Ça serait-tu cool? Non. Un Alien Mister Fantastique? Oui, un alien élastique, man, ça serait hot. Puis on peut continuer avec tous les personnages. En passant, un suit of armor alien. Mais est-ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire de la BD ou c'est... Parce que tu sais, j'ai pas lu beaucoup là-dessus, mais ils vont faire de la BD. Ils vont faire de la BD? Ouais, c'est pas rien qu'un move de... Ils reprennent les droits puis ils vont mettre ça dans des caisses. Non, ils reprennent les propriétés. Moi, je pense qu'ils vont faire de quoi qui est séparé comme ils font avec Star Wars actuellement. Exactement, j'espère. Parce que tu sais, Luke Skywalker n'a pas encore croisé Tony Stark. Là. Ouais, mais tu sais, Star Wars, à la limite, ça se rapproche de Disney. Là. C'est quelque chose qui est plutôt familial. Puis tu sais, ça va pas très très loin. Mais tu sais, Alien puis Predator, c'est des séries presque d'horreur à la base. En tout cas, très matures. On a eu la même conversation quand 20th Century Fox se sont fait acheter par Disney. Puis qu'on s'est dit, Chris, la reine Alien est devenue une princesse Disney. Là. Ouais, exactement. Mais tu sais, ça va être la question. C'est parce que là, il faudra qu'ils ressortent une branche adulte chez Marvel pour publier ça, parce qu'on a le même problème présentement avec Disney+. Hein? Le catalogue de Fox, il n'est pas là. Non. Ben là, les États-Unis ils ont capoté parce qu'ils ont vu les X-Men arriver, mais nous autres, ça faisait déjà un bout qu'on les avait côté canadien. Là. Ouais, mais pourtant, c'est dans le très, très pas violent. Non, c'est le seul bout de Fox qui a traversé chez Disney+. Parce que, puis, tu sais, j'en reviens à ce que je disais à Jean-Nic tantôt.
quand ils ont fait ce move-là d'acheter 20th Century Fox, on a tous pensé la même chose. T'sais, Alien, chez Disney, Ouais, ça c'est... pas. Est-ce que ça vient de tuer la franchise de films aussi? Ou si jamais il y a des films d'Alien, ça va devenir genre vraiment PG-13 édulcoré au bout, là? Ben, comme les Aliens vs Predator. Hein. Genre, tu sais, tu veux-tu ça? C'est un peu tuer le caractère de la franchise tant qu'à moi. Là, tu ne veux pas ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais tu sais, ça fait de la logique quand même qu'ils soient allés chercher les droits. Oui, mais c'est toujours ça la crainte, parce que c'est des personnages qui sont ultra violents, puis on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire dans quelque chose qui essaie d'être de plus en plus familial. Tu sais, on a parlé une couple de fois avec le Disney Plus qui mettent des scènes embrouillées sur des décolletés, qui cachent des fesses qu'on le voyait dans les années 80. Ils sont plus purs que purs. Là. Puis présentement, on est dans un mouvement là, où tout ce qui se passe, la TV se fait encore de plus en plus censurer. Là, on est dans des shows des années 70-80 qui se font, même 90, début 2000, qui se font censurer des épisodes au grand complet. C'est qu'on a-tu besoin d'avoir d'autres séries qui vont se faire censurer puis se faire canceller comme ça? Ça a l'air qu'ils vont présenter Robocop sur Disney+, ça va durer 30 secondes. En fait, ça va être que la série télé des années 90. Je sais pas si vous avez souvenir de ça. Là. C'était cheap, le 3 qui était déjà pas très bon, mais genre en plus cheap encore. Avec l'espèce de méchant qui avait une face toute... C'était en Robert ou le cheap, dessin animé. Ou un chien lui lèche la face. Ah, ça, c'était vilain. Là. Mais non, Robocop, je pense qu'ils n'auront jamais ça. Là. C'était-tu violent, rien qu'un peu? Je l'ai réécouté récemment. Là. Ah, c'est que c'est violent. Et que ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli, tu dis? C'est génial. Ça, puis Ninja Turtle, le premier, là, j'écoute ça, là, puis sérieux, là, je ne changerais rien à ces deux films-là. Absolument rien. Même pas les grands bras du méchant dans Robocop quand il tombe dans le vide, là. Oh mon Dieu! Quand il passe à travers la fenêtre. Oui, il y a des grands, gigantesques bras. La scène, à part quand Murphy se fait éclater au début, là, c'est l'espèce de criminel qui se ramasse avec le bac d'acide qui essaie de traverser. Il rentre en char dedans. Non, mais attends un peu, la scène d'essai de ED209. Oh mon Dieu, oui, ça maquette. C'est tellement bon, man! Alors, visez-le avec le fusil. Vous avez 5 secondes. Hey, attendez, il cherche le piton, mais il te le descend, là. Et du grand Verhoeven, là, genre le corps est rempli de steak haché qui éclate. Là. C'est purulent, puis ça éclate. Le gars, il est sur la maquette, puis il tire encore. Puis tu fais juste imaginer, genre, ce robot-là qui fait de la police dans la rue. C'est genre, imagine-le au temps du COVID, tu n'avais pas votre 2 mètres. Son premier essai, il fait une erreur, puis il dit quelqu'un, tu sais, imagine le mauvais projet. C'est pas dans Robocop 2 qui était un agent de sécurité dans la rue? Oui. Moi, je prendrais plus mon char, moi. Puis il le fait sauter avec un gros gun. C'est dans le premier ou dans le 2 qu'il le fait sauter, puis il reste rien que les pattes? C'est dans le premier. Ah, c'est dans le premier. Il reste rien que les pattes, puis dans le 2, il y a un bulletin de nouvelles où ce qu'ils nous disent qu'ils sont rendus les pattes. C'est qu'ils sont rendus. Les pattes marchent encore. Il est très bon, le deuxième. Il y a beaucoup d'imperfections, mais il est très cool. J'adore le deuxième. Les ED209 étaient plus efficaces dans le reboot, par exemple. Ouais, dans le reboot, il était fucking awesome. D'ailleurs, c'est un des bons reboots, ça. Ben, ils ont travaillé sur plein de bons points. Ils ont enlevé tout le côté ultra-violent, mais ils ont travaillé sur l'humanité du robot. Mais s'il avait ajouté le côté ultra-violent, ça aurait été un digne successeur des Robocop. Oui, mais sauf que... il y avait le potentiel. Encore une fois, c'est parce qu'ils peuvent plus au cinéma. Ils ont tellement peur des entrées. Là. Parce que depuis qu'ils ont changé les quotas de 16 ans et plus et compagnie, c'est parce que aux États-Unis, dès que t'es 16 ans et plus, t'es 16 ans bloqué. Il n'y a personne en bas. Les autres, ici, t'as 16 ans et plus, tombes 13 ans. Non, on y allait. Écoute, je me souviens très bien qu'on allait voir des films violents au cinéma. Il n'y avait aucun foutu problème, même que t'étais la tapette du coin qui allait aux États-Unis, c'est ça, le 16 ans n'existe plus. Les autres, ils tombent à R-rated. C'est que t'es 18 ans et plus direct en partant. C'est que dès qu'il y a un peu de sang, les autres, ils sont bloqués. Rien que les adultes qui peuvent y aller. Ils perdent tous les adolescents. Avec des salles pas ouvertes là-bas ou ouvertes comme ici, avec genre le tiers de capacité, je pense pas qu'ils soient particulièrement excités à sortir des films risqués. Parce que le Robocop, le reboot était bon. Moi, je me souviens de la scène, puis ça m'avait fait un peu de la claustrophobie à l'intérieur de la salle quand ils lui font découvrir ce qui lui reste. Là. Ah, c'est dégueulasse. Puis il reste 2 poumons, puis sa face, puis une main. Un bout d'estomac. Puis moi, cette scène-là, écoute, j'ai tout fait pour lui. Là. J'étais dans le cinéma, j'étais comme... Pour petit cœur. Ah, mais c'était vraiment... Moi, honnêtement, le reboot, j'avais vraiment aimé ça. J'aurais bien aimé voir une suite. Ah, surtout qu'il avait mis son costume d'argent du film d'origine. Vraiment, puis il était beau le costume, puis tu sais, c'est sûr que ça sonnait un peu Iron Man, ça avait l'air un peu, tu sais... Ah, mais c'est juste normal, parce que, honnêtement, tu voulais-tu d'un super flic qui avance à 2 km/h, là? C'est parce que dès que quelqu'un sur voler une voie, veuillez vous rendre. Tu pars à la course,
je ne peux pas vous rejoindre. Ah, mais c'était cool. Ouais. Puis il y avait peut-être un petit peu trop de montage d'entraînement comparativement à quand il combat vraiment le crime, on va dire. Ouais, mais c'est parce que, comme Alan vient de l'expliquer, tu sais, je veux dire, les scènes Ben, où il combat le crime dans le premier, là, il c'est- crisse en feu une station-service, puis tu sais, il enlève carrément le pénis d'un violeur à coup de gun. Fait que, tu sais, je les comprends de ne pas avoir été là. Mais c'est ça que tu disais, c'est encore très actualité. Il semble que si on suit à ce qui se passe un peu partout dans le monde, la police agit trop souvent de même encore. Mon Dieu, ouais. Mais c'était très Frank Miller, c'était très années 80, Reagan, post-apocalyptique, consumer. C'était bon. Moi, c'était vraiment un bon film. Honnêtement, là, c'est un de mes films préférés, un de mes films On te salue, poster 3D de Robocop qui nous regarde. Ah oui, c'est tellement beau. On l'adore, ce poster. Mais honnêtement, c'est un de mes films préférés. Je l'écoute. Puis ça, puis Ninja Turtle, le premier, quand je l'écoute, ça a tellement bien vieilli. Puis je le sais quand un film a bien vieilli, quand je l'écoute avec mes enfants. Attends un peu, j'ai pas écouté Robocop avec les enfants. Mais Ils sont prêts. pas sûr. Mais quand j'ai écouté, ben, tu vois que c'est niaiseux. Je dis pas sûr. Je devais avoir l'âge à mon fils quand j'ai écouté ça, là. Tu sais, j'ai écouté Terminator 2, le bout, tout ce qui s'arrache le bras, là. Puis je devais avoir pas loin de genre 10 ans, là. 8-9 ans, là. Pas plus que ça. Puis écoute, il nous faisait des jouets avec ça. Tu sais, c'était encouragé, là. C'était comme go. Puis on a écouté Teenage Mutant Ninja Turtle avec ma fille, puis écoute, ça a fonctionné comme un charme. Puis je le sais dans ce temps-là que le film a bien vieilli. Pas parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que les Turtles étaient des grosses marionnettes. Non, elle s'est rendue compte de la qualité des marionnettes. De la qualité qui a été mise, puis du travail qui a été fait sur le film, qui fait en sorte qu'on pardonne beaucoup de choses. Elles sont belles, les Turtles. Ils ont bien vieilli. Oui, ils ont l'air vivantes. Ils ont l'air vrais. Exact. Surtout Splinter. Splinter est super. Arrête. Bon, il fait pas de gros mouvements, puis on l'a jamais vu marcher, mais il est cool. Je le trouve cool. Honnêtement, c'est un bon film qui a bien vieilli. Mais bon, on sait. Parlant de franchise de même, de Ninjustice, aujourd'hui, j'ai publié la dernière bande-annonce pour la prochaine trilogie de Transformers qui va être en 3 séries de 6 épisodes. Ça va-tu être awesome? C'est-tu sublime, sérieusement? Et que ça va être awesome. Honnêtement, j'ai vu ça puis j'ai fait comme wow. Je sais pas. Ça a l'air d'être dark un peu beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec la franchise de Transformers. Ils sont encore chez IDW? Oui, toujours. Ils ont-ils été rebootés depuis J1? Oui, ils ont été rebootés il y a un an et demi à peu près. Sauf que cette nouvelle série-là, ce qui est le fun, c'est que c'est parce que le Cybertron noir, la dernière fois que je l'ai vu bien adapté, c'est la trilogie de jeux qu'il y avait sur PS2 puis Xbox 360, où c'était vraiment la guerre des Autobots contre les Decepticons sur Cybertron avant qu'ils descendent sur Terre. C'est ça. Où tu avais des batailles qui étaient incroyables, où à un moment donné, tu avais Triptychon qui s'était levé, puis qu'Optimus était dans la mort, puis s'est rendu compte que Cybertron lui parlait, mais qu'en même temps qu'il réactivait quelque chose sur Cybertron, mais c'est une ville qui lui parlait. C'est qu'en plein milieu, tu levais Metroplex, mais tu sais que Metroplex faisait 4 km de haut. Non, c'était bon. Je sais que tu as l'air perdu, Jean-Nic, là, mais c'est bon. C'est ça, puis là, puis même dans la bande-annonce, qu'est-ce qu'on a vu à un moment donné, là, tu vois qu'il va y avoir un Transformer très gros, tu vois la pince d'Oméga Suprême qui sort, là, tu fais comme, oh shit, on s'en va là-dessus aussi. Peut-être qu'il n'y aura pas Metroplex en partant, puis Triptychon, mais Oméga Suprême va être là en partant. Moi, je les ai lus dans le temps de Dreamwave. Que Pat Lee avait parti à l'époque. Puis honnêtement, c'était vraiment bien. La série sur Dreamwave était vraiment bonne. Ouais, mais c'est parce que c'est sûr que quand tu connais un petit peu moins l'univers, c'est parce que ces personnages, tu as de la misère à t'attacher. Parce que tu vas connaître Starscream, tu vas connaître Shockwave, tu vas connaître Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Bumblebee. Tu sais, Jazz et compagnie, tu vas moins connaître un peu, mais tu sais, au moins ça se rattrape vite parce qu'en général, ce personnage, il est présent là, puis ils ont plus ou moins d'importance. Et allez voir The Toys That Made Us, l'épisode sur Netflix sur les Transformers. Honnêtement, c'est une partie de notre culture. Là. C'est une partie de comment les compagnies de jouets ont trouvé des techniques pour devenir des franchises, là, carrément. Tu inventes un jouet. Puis ils ont emprunté ça au Japon. Ça avait 2-3 autres noms. Ils ont mélangé 2-3 franchises. Ils ont créé de quoi avec ça. C'est Marvel, je pense, qui les a créés en plus. Oui, c'était au début des années 80. Là, j'étais chez Marvel. Il était envoyé, il était allé rentrer dans le bureau de Marvel, le gars, avec une boîte de jouets. Il a dit, trouve-moi une histoire. Puis le gars, il les a mis sur son bureau. Il dit, bon, ben, toi, t'es Shockwave. Puis toi, tu vas être Optimus Prime. Puis là, il jouait avec les jouets sur son bureau, puis il trouvait une histoire, là. Mais écoute, c'est fabuleux, le documentaire. Si vous trouvez qu'il y a trop de trucs à lire, puis que c'est quelque chose, puis les dessins animés des années 80 sont lourds, là, puis vous êtes gamer, je vous conseille la trilogie peut-être des poignées, là, ça coûte pas cher, c'est des vieux jeux, là, faites ça. Vous allez avoir le gros du mythos Transformers là, pour pas cher, puis vous allez avoir du plaisir à jouer avec ça. Vous allez avoir du fun, puis honnêtement, c'est une belle franchise. Moi, je déteste ce que Michael Bay a fait avec ça, là. C'est horrible, c'est une catastrophe, à part Bumblebee.
Le film de Stan Allo C'est de pas Bumblebee, il est le fun. Ah, c'était pas lui. C'est pas Michael C'est pas Bay, lui. ouais. Et honnêtement, c'est Alan qui m'avait convaincu de l'écouter, puis je voulais rien savoir, et je l'ai écouté. C'est vrai que c'est bon. Oui. C'est vraiment bon. C'est vraiment bien. On s'est amélioré sur l'orgie visuelle, qu'on comprend pas ce qui se passe, là. Moi, j'ai jamais compris, mais en tout cas, on s'est amélioré beaucoup là-dessus, puis honnêtement, c'est plus regardable que ce l'était. Mais je vous conseille vraiment le documentaire. Tu m'as conseillé le documentaire sur Image Comics la dernière fois dans le dernier podcast. Je l'ai écouté, c'est écœurant. Allez écouter ça aussi, c'est sur Amazon Prime. Mais sur Netflix, The Toys That Made Us, l'épisode sur les Turtles, on en avait parlé dans le podcast, et l'épisode sur les Transformers. Je pense que les jouets de Star Wars, Star Transformers, Wars, puis Turtles, c'est comme allez- un must. Il y a Allez écouter E-Man ça. aussi. Oui, allez écouter Power Rangers, mais allez écouter surtout, je pense, t'as ciblé les Il y a trois, genre là. 7 épisodes, on vient d'en nommer 5. Ouais, je sais, mais cibler les trois. Les trois plus importants, c'est Star Wars, parce que c'est lui qui décolle toutes les histoires d'action figures, en fait. Là, Ouais. c'est eux autres qui décollent le marché pour ça. Et c'est Lucas, avec son deal incroyable, qui a fait signer à la Fox qu'ils doivent encore se mordre les doigts aujourd'hui, là, où il avait dit « Je veux pas toucher une scène de la distribution des films, que vous sortirez autant de versions Mais je VHS, garde les royautés DVD, sur la marchandise. mais tout ce qui est marchandise, et à l'époque, la marchandise, c'était genre 2 boîtes à lunch, puis je pense qu'il y avait eu un sac à dos à un moment donné de la planète des singes, là, tu sais, puis c'était ça, là, il n'y avait rien d'autre. Écoute, il s'est mis riche avec ça. Asti que c'est mis riche. Mis riche, là. Riche, là. Écoute, à voir à quel prix sont parties les enchères du Montréal Comic Con en fin de semaine, là. Il y a du monde qui dépense sur les articles de Star Wars, là, puis d'aplomb, là. Ben, ça arrive des fois, rien que quand ils ont fait le dernier reboot de Power Rangers, à un moment donné, il y avait un pourparler de faire une suite, même si le film avait floppé au centre d'achat, parce que ça avait remonté la vente des jouets, ce film-là. Ben oui, c'est sûr. C'était devenu le jouet. Rappelle-toi quand on était kid, c'était le catalogue, puis on entourait, puis c'était le jouet du moment, puis c'était très, Mais très. les séries de Power Rangers, ils s'en font encore. Là. Il doit y en Toujours. avoir une quinzaine. Ben, je viens de là. réussir à finir les 5 numéros de Turtle Power Ranger, puis même, sérieusement, c'est sublime comme bande dessinée, c'est un de mes gros coups de cœur de 2020, c'est juste fucking incroyable. Ouais, ça peut pas être pire que Turtle Ghostbuster. Là. Non, c'est meilleur que ben des choses que Spirit, c'est meilleur que Batman Turtle. C'est nettement supérieur à Batman Turtle. J'ai une question pour vous. J'ai pas encore écouté la bande-annonce, puis j'ai peur de la réponse que vous allez me donner, là, mais la série qui s'en vient de Transformers, c'est une série animée ou c'est de l'horrible 3D? C'est du très beau 3D. C'est un beau Ah. 3D. Non, c'est un beau 3D. C'est pas un 3D Non, gênant. c'est parce que c'est des Transformers, sont rectangulaires, man. Non, c'est pas gênant, là. C'est pas. J'ai pas regardé le dessin puis j'ai fait comme. Imagine un CGI de haute qualité d'un jeu vidéo. Ouais, C'est exactement ça. ça ressemble à ça. Quoique j'aurais bien aimé que ce soit un dessin animé. C'est parce J'aurais pas que eu ça. le problème du dessin animé, c'est le coût de production qui Ouais, explose. probablement. Mais en CG, en genre de 3D, là, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est du shell shading de bonne qualité. Là. Hey, il nous reste pas grand temps, puis je voulais peut-être faire des poisons. Je sais pas si vous en aviez préparé, mais on n'a pas parlé de Star Wars. On va en parler vite fait. On va en parler vite fait. Ça a été évoqué que Star Wars, on pourrait avoir donc l'épisode 7, 8, 9 qui ne sont plus canons. Ouais, Comment exactement. est-ce possible, Alain? Je vais expliquer comment ça pourrait être possible, puis après, je vais donner mon avis du pourquoi peut-être qu'ils vont faire ça. Les gens qui ont écouté Rebels, qui sont arrivés dans les derniers épisodes, le Temple Jedi que finalement Ezra courait après, puis que le Palpatine voulait avoir, c'est une salle des miroirs. Puis ces miroirs-là sont attunés avec la Force, puis tu peux voyager à travers le temps à travers ces miroirs-là. Et qui dit voyager à travers le temps, ça ouvre la porte à plusieurs dimensions haut. Donc, c'est à partir de ces miroirs-là, d'ailleurs, que Ezra avait réussi à sauver Ashoka de son duel contre Anakin Skywalker, contre Darth Vader, qui s'est fait tuer dans la série. Donc, la spéculation irait que sur la Death Star 2, il y avait une salle des miroirs. Donc, ça serait même dans une salle de miroirs que Rey avait trouvé la clé. Puis c'est pour ça qu'elle aurait eu une vision avec une aile qui est evil, parce qu'elle aurait été rentrée dans une salle des miroirs. OK. Puis même si on y va dans la version de Ryan Johnson, qui a été descendu dans le puits, possiblement que c'était... Tous les miroirs, Toutes les toutes miroirs, les c'était capacités. toutes des raies possibles qui auraient pu exister aussi. OK. C'est qu'on est dans cette vision-là. Donc, Palpatine, lui, ce qui serait arrivé, c'est que quand il s'est fait tirer en bas de la Death Star par Darth Vader, il aurait canalisé la force pour réussir à rentrer dans sa salle de miroir à distance. Ce qui expliquerait pourquoi il aurait été magané à ce point-là, qu'on l'a vu dans l'épisode 9, c'est qu'il aurait comme créé un univers parallèle où il a réussi à se téléporter dans cet univers-là où il aurait pu réussir à revenir. Mais à partir que tu partes de ce point-là, c'est que est-ce que c'est une fracture qu'il y a eu un univers parallèle qui a été créé ou c'est une véritable continuité qu'il y a eu? Donc, un peu comme Avenger Endgame, en ouvrant ça, t'ouvres la porte à un multivers de Star Wars. Exactement. Et est-ce que c'est une bonne chose, Alan, que Star Wars ait un multivers? Ben,
Pour un point, oui. Parce que moi, ce que je suis pas d'accord, c'est dans l'article où ce que le YouTuber disait, c'est pour pouvoir continuer à faire des films. C'est faux. Parce que présentement, là, il y a une réalité où ils sont fourrés un petit peu chez Disney. C'est que les films, on s'en sert parce que après Retour du Jedi, il y a le Mandalorian, là, puis ils iront pas plus loin que ça. De toute façon, tu peux plus faire de films avec Luke Skywalker, avec Leia, avec Han Solo. Ils sont tous vieux ou morts. Mais ils ont un problème. C'est qu'au niveau du roman et de la bande dessinée, depuis que ça a commencé, ils ne peuvent plus utiliser ces personnages-là pour ce Retour du Jedi. Pourquoi? Parce que de un, ils ne savent pas ce qui s'est passé là. Et de deux, avec l'épisode 7, 8, 9, ils ont créé un univers où ce qui s'est rien passé pendant 40 ans. Parce que tu vis un univers où la dernière grosse bataille qu'ils ont eue, là, c'est la bataille de Jakku qui s'est passée quelques années après le Mandalorian. C'est même pas 10 ans plus tard. Mais c'est là que je te suis pas, parce que si on suit les films de Star Wars, ils ont fait la même chose avec Obi-Wan, ça n'a jamais rien empêché d'écrire sur Obi-Wan. Tu sais, je veux dire, Obi-Wan, là, de la fin de Revenge of the Sith jusqu'au début de A New Hope, il est supposé être en ermite sur Tatooine. Pourtant, on veut faire une série de 12 épisodes dessus. Mais c'est parce que ça va être une série d'ermites. Tu sais, si tu veux suivre Luke Skywalker, tu veux suivre Luke Skywalker qui se promène sur une planète en fait comme j'ai trouvé un artefact Jedi. Oh non, il est vide de force. Ou peut-être lui, il y a un peu de force dedans. Non, c'est parce qu'ils n'ont plus de bataille effect. Parce que Jakku, c'est la dernière bataille. Puis après, là, tu es dans la création de la Nouvelle République et la démilitarisation de la Nouvelle République. Ça fait que ils n'ont pas construit des nouveaux vaisseaux. Ils sont pas rendus à la guerre. Ils ont enlevé les vaisseaux de l'univers. Il s'est passé rien. Après, tu as Léa qui tombe enceinte, a divorcé. Luke est perdu en ermite quelque part. Les personnages post-Return du Jedi sont scrap. Au niveau de la BD, ils ne peuvent plus les utiliser. Puis ils ne peuvent pas faire de roman dans ce part-là parce qu'il n'y a rien à travailler là-dedans. C'est que, présentement, là, on a Star Wars Legion qui existe chez Marvel, qui a repris ce qui existait de Dark Horse, qui trouvait cool, puis ils l'ont continué à le réutiliser. On a le Star Wars normal. Possiblement qu'il va y avoir un Star Wars, je sais pas comment ça s'appelait, puis ça va être comme le Expanded Universe, hors continuité des films, mais en roman et bande dessinée. Jean-Nic? Mais je suis d'accord avec Alan là-dessus, parce que ils peuvent pas effacer les films. Parce que pour la plupart, pour 95% du monde, Star Wars, c'est rien que les films. Fait qu'ils peuvent pas dire 7, 8, 9 sont plus canons, puis le monde va s'en crisser. Puis je veux dire, les films sont là, 7, 8, 9, c'est la suite. Puis même si Disney sort un communiqué et ils disent « Hey, c'est plus canon », genre monsieur, madame, tout le monde vont continuer à écouter. Je ne veux pas faire rembourser mes tickets puis les films que j'ai achetés. Ouais, c'est ça. Ça n'a rien que pas de sens. Ils peuvent pas faire ça. Je comprends le point de vue d'Alan. Probablement que c'est ça qu'ils veulent faire. Là. Ils se trouvent une porte de sortie pour être capable de créer de la BD puis des romans. Fait que j'imagine que c'est une bonne idée pour les gens qui aiment les romans et la BD de Star Wars. C'est une alternative. Mais pour les films, ça représente rien. Mais c'est devenu la mode, le multivers. Là. Il y en a partout. Oui, je sais. Sauf que, comme je dis, ça impliquera pas le côté cinéma réel. Le Mandalorian, il n'y a rien qui va te toucher par ça. Là. Puis sans compter qu'il ne faut pas oublier qu'avec le projet Lumineux qui a été reporté lorsqu'ils veulent toucher à la Old Republic de 250 ans, les prochains films de Star Wars, là, ça va être du pré-avant. Ils ne voudront plus parler de Darth Vader, ils ne voudront plus parler de ça, ils vont vouloir aller ailleurs. Créer autre chose. Mais en même temps, je suis comme à moitié d'accord avec toi parce que je comprends ce que tu veux dire par les personnages. Il ne s'est rien passé dans le post-Jedi, mais en même temps, il y a un Dave Filoni là-dedans, là, puis il va t'en raconter des histoires avec Luke. Entre ce qui se passe dans Force Awakens puis le Retour du Jedi, il va en créer des moments où il y a des histoires cool à raconter. Mais je comprends ce que tu veux dire par, on a vu la finalité de ces personnages-là, donc c'est moins intéressant à raconter ce qui se passe dans cette période. Il n'y a pas eu de super vilain qui s'est mis là-dedans. C'est qu'ils ne peuvent pas mettre 3 guerres ultra épiques à travers ça va être des mini-histoires qui n'ont pas beaucoup d'impact. Mais tu sais, quand ils ont fait Rebel et qu'ils sont arrivés avec le concept des inquisiteurs, là, personne n'avait compris. Je veux dire, ils sont encore capables de créer. Là. Ils ne sont pas idiots à temps plein. Là. Ils ont juste à en créer du stock. Mais sauf que, Alan, ce qu'il veut dire, c'est que là, ils ont les mains liées parce qu'on connaît les finalités et on connaît les enjeux. Tu ne peux pas arriver avec Luke qui a combattu genre une menace intergalactique puis qui a sauvé le monde encore. Je veux dire, il est rendu en ermite puis il a lâché à force. Fait que, il y a peut-être un petit quelque chose que tu peux raconter entre ces moments-là. Les inquisiteurs, on se rend compte, c'est parce qu'ils ont achevé les derniers Jedi qui restaient. Puis les derniers Jedi qui restaient qu'on n'a jamais à voir sortir, c'est eux qui les ont tous tués. Luke n'a jamais croisé un inquisiteur de sa vie. Là. Non, c'est spécial. Mais bon, écoute, s'ils veulent un multivers, le multivers pour toi, un multivers pour toi, un multivers pour tout le monde. Oui, mais tu sais, je veux dire, le multivers, c'est la raison qui se trouve pour se délier même narrative. Justice Dark nous l'a dit. Hein? Si jamais t'échoues, tu cours vite et tu recommences.
C'est ce qu'on a écouté dans le dernier film. Effectivement, cours jusqu'à ce que tu aies le bon univers. Ouais. En terminant, Poison, en avez-vous préparé? Parce que je vous ai pas demandé, mais sinon je peux commencer. Je commence jamais. Ouais, je vais commencer. Tu as commencé la dernière fois aussi. Ah, ben là, je commence encore. Sous le conseil de Jean-Nic, tu vois, j'allais te lancer des fleurs, fait que je t'en lancerai pas. Donc, personne ne m'a parlé de cette série-là. C'était Invincible. De Kirkman, celui qui a créé Walking Dead. Tu m'avais prêté le volume 1 qui a traîné chez nous, d'ailleurs tu repartiras avec tantôt, qui traîne encore toujours, que je n'ai jamais ouvert et que je n'ai jamais regardé parce que je me suis dit, ça a l'air plate, les dessins sont un peu dessins animés, ça a l'air... Puis c'est un 144 numéros, tu sais, je veux dire, tu te lances là-dedans. C'est un bon projet. C'est un beau projet, puis ça va coûter cher à monter, puis je me connais, si j'achète si je lis le premier volume à Jean-Nic, ben là, je vais vouloir acheter les autres, puis là, j'aurais pas acheté le premier, puis le premier, je vais l'acheter, puis je vais l'avoir lu, fait que ça va me faire chier. Fait que j'ai attendu, et à un moment donné, ça a popé sur Amazon qu'il y avait le Compendium. Comme le même modèle que Walking Dead qu'ils font chez Image, que je trouve vraiment génial en passant. Là. Et écoute, il était pas très cher, 58$, je pense, pour 40 quelques numéros. Je l'ai pogné. Il a été livré 2 jours plus tard. Je l'ai commencé ce matin. J'ai une douzaine de numéros de lus. Wow! Wow! C'est addictif. C'est un projet, là. Tu te lances là-dedans, tu veux pas arrêter, tu veux juste tout du bonbon. lire. Là. Tu vis mon été de 2 ans, parce que finalement, ça a été ça, mon été. Ah, c'est du couteau chaud dans du beurre. Tu lis ça, là, ça se boit. Tu sais, c'est pas très compliqué, c'est amusant, c'est drôle, c'est intelligent. Tu vas voir, c'est pas très compliqué en ce moment, mais tu vas voir, il y a des grandes thématiques, il y a vraiment des trucs marquants et forts qui se passent là-dedans. Là. J'ai vraiment hâte. C'est 3 compendiums, donc ça me coûtera pas la peau du cul non plus. Je vais les faire à temps perdu. Là. À temps perdu, ça veut dire que d'ici septembre, je vais avoir fini. Mais vraiment, là, si vous avez l'occasion, si vous êtes en manque de Kirkman parce que Walking Dead est terminé ou que vous n'avez pas commencé Oblivion Song, que je vais absolument en faire aussi. Invincible, si vous ne l'avez pas fait, là, c'est vraiment cool. Je fais le pari, quand tu vas terminer, tu vas te poser la question si tu préfères pas Invincible à Walking Dead. Et on s'en reparlera à ce moment-là. Peut-être que tu ne le sens pas comme ça, malgré que tu aimes ça pour le moment, mais je te le dis. La grosse différence, c'est que peut-être Invincible n'a pas les moments crus que Walking Dead a. C'est ça qui donne son gros bonus. Ah ben ça, c'est génial, par exemple, parce qu'effectivement, il y a un petit moment creux dans Walking Dead qui est un peu décevant. Mais vous m'avez dit ça, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, parce que je l'ai lu en compendium. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas vécu ce moment où j'attendais numéro après numéro après numéro après numéro pour savoir qu'il se passe rien. Tu sais, moi, ça a coulé comme sur le dos d'un canard. Jean-Nic, tu as l'air prêt? Je vais vous parler de un classique de Jean-Nic. J'ai à peu près 800 affaires dans une pile à lire à côté de chez nous. Rick Remender. Et ça fait un petit moment que j'avais dans la tête Fear Agent. Ils ont annoncé qu'ils en feraient une télésérie chez Netflix. J'avais dans la tête que je voulais lire ça. En fin de semaine dernière, je l'ai acheté. J'ai passé à travers le premier, ils appellent ça les Final Edition. Mm-hmm. En gros, Fear Agent. La Terre a été décimés par une race extraterrestre qui sont arrivés, qui font rien que tout bouffer. En quelques jours, ils ont passé à travers presque la population complète. Les seuls défendants de ça, c'est ce qu'on appelait les Fear Agents. C'est des espèces de cow-boys qui, eux, se sont mis à protéger la Terre. Ils n'ont pas réussi. Ils sont tous morts, sauf un qui est devenu un bounty hunter. Dans le fond, lui, il se fait engager par des races extraterrestres pour régler des problèmes. Ce personnage-là, c'est un mélange entre Jesse Custer de The Preacher, donc un espèce de redneck malade mental, très, très drôle, et Zach Brannigan de Futurama. Oui. Donc, il y a un ego démesuré. C'est un womanizer. Hey, Zach, il a un sens de l'humour incroyable. Puis il est dans son vaisseau avec son ordinateur qui est une intelligence artificielle qui réplique une femme qui chiale tout le temps après. C'est grossier, c'est drôle, c'est imaginatif. Et à travers la première série, là, ça commence, puis classique, il est sur une planète, il faut qu'il vienne tuer une race extraterrestre qui est en guerre avec une autre. Et ça s'en va très, très, très profond et ça devient très humain. Parce que là, il découvre quelqu'un d'autre. Là, on se rend compte que la race extraterrestre qui a décimé l'humanité, il y avait des plans intergalactiques derrière ça. Il y a des alliances qui se sont faites à certains endroits. C'est publié où, ça? C'est, à la base, je ne me rappelle pas c'est qui l'avait, mais ça a été racheté par Image Comics. OK. C'est le TP comme ce qu'elle a entre les mains, il y en a 4 présentement qui font la série au complet. C'est écrit par Rick Remender. Ce gars-là a travaillé particulièrement chez Marvel. Il a fait une run de X-Men qui est très appréciée. Il a fait aussi chez Image Comics une série qui s'appelle Black Science, qui paraît qu'il est très, très bonne. Mais Fear Agent, c'est considéré comme son canon. Là. Et
je vous jure, là, j'ai lu ça comme tu as lu Invincible. Là, je l'ai dévoré. Ça m'a pris 2 heures et j'étais pas capable d'arrêter. Puis là, je vois qu'Alan entre les mains. Je suis sûr qu'il va partir avec puis qu'il va le dévorer comme moi. Non, ça a l'air bien. C'est Écoute, je vais peut-être vraiment, l'essayer. vraiment excellent. Parce que j'ai des choses qui sont dans mal. Si tu voulais lire quelque chose d'autre qui était bon, qui était apocalyptique, là, il a travaillé avec Sean Murphy sur Tokyo Ghost. Ah, OK, intéressant. Fait qu'on connaît le monsieur. Et Il a fait du X-Men, il a fait d'autres choses Ouais, aussi. ça. Mais là, moi, j'attends, là, parce que c'est drôle que on pogne plein d'affaires chez Image. Puis, tu sais, j'ai plein d'affaires que j'attends de découvrir aussi, que j'ai hâte de lire puis de vous parler. Là. Mais c'est cool, c'est une belle petite découverte. Je vais la mettre sur ma liste. J'ai peut-être le goût de lire ça. Alan, je termine avec toi, puis on a 1h17, fait que t'as 4 minutes. Ça sera vraiment pas long. Moi, dans le fond, je veux juste parler d'une BD publiée chez Dupuis que j'ai lue avant hier, avant hier, Wild West, illustré par Joseph Lamontagne, puis écrit par Thierry Deloris. J'ai vu beaucoup de monde le partager, ça a l'air populaire. Je connaissais pas ça. Finalement, ça parle un petit peu de la jeunesse de Calamity Jane, dans le fond, qu'elle avait 16 ans, puis qu'est-ce qui s'est passé avec, qu'est-ce qui était très trash, parce que finalement, elle s'est ramassée à travailler d'un bordel, à se faire un petit peu exploiter. C'est quelque chose qui représente très bien le Far West. C'est cru, c'est gras, c'est le rêve américain pur et dur. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa famille puis qui travaille dans un saloon puis ça va pas super bien. Puis tu vois qu'est-ce que c'était les cowboys à l'époque du Far West où que le train s'en venait puis que t'as Wild Bill et compagnie qui est là. Donc, tu vis l'histoire de la petite fille, ce qu'elle vit avant de devenir Calamity Jane, parce que le premier tome finit au moment où elle s'inscrit dans l'armée et elle se fait passer par un gars. Okay. C'est où elle va prendre ses skills militaires et elle va devenir Calamity Jane par après. Mais ce qui est impressionnant dans ces BD-là, c'est pas autant l'histoire puis le côté trash, puis tu sais, c'est la profondeur émotionnelle de cette histoire-là. C'est Joseph Lamontagne, la qualité graphique qu'il a mis là-dedans, puis le paquet de détails qu'il peut mettre. T'ouvres la BD, un des premiers plans que t'as, c'est une grosse case d'un saloon. Le nombre de têtes empaillées que tu peux avoir partout, d'escaliers, de personnes qui jouent au poker, qui prennent un verre partout, il n'y a aucun détail de cette bande dessinée-là qui est laissé au hasard. Tout est travaillé, tout est pointillé. C'est incroyable. Les couleurs, le dessin, l'histoire. Sérieusement, de A à Z, c'est un foutu chef-d'œuvre. Je ne veux même pas imaginer le nombre de temps que ça peut prendre faire une BD de même. Puis si elle sort rien qu'1 ou 2 ans, tu comprends pourquoi. OK, oui. T'allais dire... Il nous ouvre la porte et on va terminer là-dessus. Un western comme ça, lisez ça en écoutant du Ennio Morricone, le grand maestro qui nous a quittés aujourd'hui. Quelle triste nouvelle. Oui, c'est triste. Écoute, des trames sonores oscarisées 2 fois, je pense. Une fois à titre honorifique et une autre fois sur... ça veut rien dire de nos jours dans l'ère de Hans Zimmer. Ouais, non. Tata Boutlamine. On n'est pas dans Hans Zimmer. Il a fait toutes sortes de trucs. Il est connu beaucoup pour ses westerns. Avec Sergio Leone, évidemment. Oui, là. Mais il a fait aussi beaucoup de films d'horreur. Nicolas Bart, j'oublie le nom de cette chanson-là qui est incroyable, super touchante. Allez écouter l'œuvre de Ennio Morricone, c'est un grand compositeur. C'est un bon conseil. T'écoutes ça puis tu lis... la... Wild West, tu m'as dit? Wild West, exactement. Ça se pogne dans n'importe quelle librairie. Pas Wild West. Non, vraiment pas. Parce que ça, tu veux pas poigner ça. Non. Wild West. Ça se pogne dans n'importe quelle librairie. En plus, c'est du Dupuis. C'est une bande dessinée française. Est-ce qu'il va y avoir de la suite ou c'est vraiment juste un... Tu sais, genre, tu peux acheter ça c'est correct? C'est marqué 1 à côté. C'est qu'on espère qu'il va y avoir une suite, mais sauf que c'est de la bande dessinée française. C'est donc, du bande dessinée... Dans 7 ans. Ouais, mais comme je te dis, au quantité de dessins tu sais... chaque case est une œuvre d'art. Ah, ça, c'est long. Là. Un peu comme ce que Kirkman faisait dans Invincible quand il dit on réutilise les mêmes cases pour faire Oui, il pourrait donner un cours. On réutilise les mêmes cases sur 3 pages pour donner un ton émotionnel. Après ça, mais bon. OK. Hey, on se revoit dans 2 semaines? Oui, certainement. À plus. À plus.